L'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse présente la collection L'eau y es-tu ? L'agence de l'eau, sa vocation, c'est d'accompagner tous les projets qui servent au bon état des eaux. Le bon état, c'est à la fois la qualité de l'eau, lutter contre la pollution, c'est la quantité d'eau, garder suffisamment d'eau, ce qui est particulièrement important dans le contexte du changement climatique, et c'est le bon état écologique, c'est-à-dire des écosystèmes qui fonctionnent bien. La désimperméabilisation, ça sert à tout par rapport à ces trois objectifs du bon état. En matière de qualité, on va éviter que l'eau de pluie qui ruisselle aille polluer les milieux naturels en se mélangeant avec des eaux usées dans des canalisations. On va plutôt favoriser l'infiltration. En matière de quantité d'eau, en infiltrant, on va ainsi recharger les nappes. Et recharger les nappes, c'est important puisque ce sont des ressources qui pourront être ensuite disponibles en période de sécheresse. Et en matière de biodiversité, les sites d'infiltration sont des espaces plus naturels où il y a de la végétation, où il y a des arbres, où il y a des plantes, ce qui permet de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de lutter contre les phénomènes de canicule et aussi de favoriser la biodiversité en ville. Plus largement, la désimperméabilisation, c'est changer de mode d'aménagement. C'est de passer d'un mode d'aménagement où on cherchait à se débarrasser de l'eau à tout prix, vu comme une nuisance, vu comme une menace, à un mode d'aménagement où au contraire on va aménager la ville autour de l'eau, autour de la nature, pour qu'elle soit plus résiliente face au changement climatique. Et pour faire passer ce type de concept, quoi de mieux que de travailler sur les cours d'école ? Parce que dans les cours d'école, on va pouvoir bâtir des projets pédagogiques avec les équipes enseignantes pour expliquer aux enfants, pour expliquer aux élèves ce qu'est le cycle de l'eau en ville, ce qu'est la nature en ville et pourquoi il est essentiel de la préserver. La désimperméabilisation, nous avons tout à y gagner, si c'est possible dans les cours d'école. C'est possible sur des surfaces telles que les parkings, la voirie et bien d'autres encore. Collectivités, entreprises, aménageurs, vous avez un projet pour rendre la ville perméable ? L'agence de l'eau vous accompagne. Bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux ce soir. Merci à tous les habitants et aussi tous les élus que je vois dans les rangs. C'est très agréable de sentir tout le monde motivé pour ce sujet qui accapare un peu les sujets d'actualité. Et donc, en tout cas, la réflexion du groupe de travail, dont je vais vous parler un tout petit peu maintenant. Donc déjà, je voudrais vous rappeler un peu le contexte de cette soirée, le pourquoi. Pourquoi on en est venu à cette soirée de ville perméable, enfin Dieulefit ville perméable. En fait, pour rappeler déjà le contexte de notre élection, une équipe municipale élue sur la transition écologique et la participation citoyenne. Donc ensuite, nous avons organisé en septembre 2020 une réunion de la commission environnement et donc des groupes de travail se sont constitués, dont un sur l'eau. L'eau, groupe eau, Jabron et bassin versant, donc qui se posait des questions et qui a abouti notamment à des nettoyages de rivières. Ensuite, nous avons une réflexion déjà sur la désimperméabilisation lors de l'initiative Territoire engagé pour la nature qui donc fait parler d'elle chaque année. Cette initiative donc qui encourage les collectivités à mener des actions en faveur de la biodiversité. Et donc là, on avait postulé déjà pour la végétalisation, pour la désimperméabilisation de nos espaces publics. Ensuite, en novembre 2001, cet appel à projet donc de l'agence de l'eau est sorti, qui s'appelait Eau et participation citoyenne. Donc nous avons réuni en décembre donc les acteurs que nous avions repérés sur le territoire qui agissent en faveur de l'eau pour un petit peu déterminer quel pouvait être notre travail, notre mission. Donc vu que notre compétence se limite à l'eau de pluie, à l'eau pluviale, donc comment faire en sorte de trouver un sujet qui complète les actions actuelles de tous les acteurs, que ce soit le syndicat des eaux, que ce soit le syndicat de rivière, que ce soit la fédération de pêche et des associations environnementales qui s'intéressent aussi à l'eau. Mais bon, on parlera de leur action après, évidemment, puisqu'elles sont là ce soir. Donc nous sommes posé la question de quelle pouvait être l'action et donc on a déterminé un petit peu, on a constitué un groupe projet avec ces acteurs pour avancer dans l'élaboration de notre réponse à cet appel à projet qui s'est intitulé L'eau de pluie, un trésor sous-estimé.
avec, comme le suggère un petit peu l'agence de l'eau, quand même 3 phases. Une phase d'écoute, de collecte des ressentis des habitants face à l'eau et particulièrement à l'eau de pluie. Et donc, qui s'est terminée en décembre, là, avec une soirée de restitution. Ensuite, une deuxième phase, donc, de soirée débat avec des experts. On en a eu un déjà en novembre, me semble-t-il, sur les jardins, sur l'eau au jardin, l'eau de pluie au jardin et chez soi. Et donc, ce soir, c'est la deuxième, voilà, soirée, donc plus spécifiquement dédiée à la végétalisation, à la désimperméabilisation de l'espace public, mais éventuellement privé aussi. Et ensuite, il y aura une troisième phase, donc plus dédiée à l'expérimentation, voilà, par des actions, des visites de terrain, pour savoir comment faire un premier pas dans cette direction. Qu'ai-je encore à dire? Donc oui, juste la phase de restitution, vous avez peut-être eu l'occasion de voir la carte sonore. Donc ça, c'est un aboutissement donc de notre partenaire, enfin Radiola, donc qui a fait de nombreuses interviews, des capsules sonores, comme on dit. Donc c'est des mini-interviews donc de personnes qui se sentent concernées par l'eau et qui répondent à quelques questions simples sur l'eau. Et juste pour rappel, nous, notre questionnaire a rapporté 300 réponses et voilà, on avait un petit peu raconté ce qu'il y avait dans ce questionnaire et notamment pour la collectivité, il y avait notamment la désimperméabilisation, la végétalisation et aussi le stockage évidemment de l'eau de pluie récupérée sur les bâtiments publics. Voilà. Après le lancement en mai 2022 avec une soirée pendant la fête de la nature, donc il y a eu un groupe de travail qui s'est constitué, qui à l'origine d'ailleurs de cette soirée, sans qui elle n'aurait pas pu exister. Et parmi ce groupe de travail, il y a eu un comité de pilotage qui s'est créé. On avait proposé d'ailleurs au groupe projet, aux acteurs, s'ils voulaient en faire partie. Et donc il est constitué d'un agent, Frédéric Bise, parce que il l'a aidé au montage aussi de ce projet. Ça va s'intégrer dans le projet de territoire. Donc Frédéric Bise, qui est notre agent Petite Ville de demain. Moi-même en tant qu'élu. Et il y a 3 habitants, donc pour aller jusqu'au bout de la participation citoyenne, voilà, donc qui participent aux prises de décision, au contenu, etc., et éventuellement même à la répartition du budget qui nous a été alloué, puisque on a une enveloppe avec des grandes tranches, mais on peut toujours affiner en fonction de comment évolue ce projet, vu que c'est un projet co-construit un petit peu avec les citoyens. Voilà, pour commencer, et juste pour dire que ce projet, c'est donc une première phase, une première partie aussi d'une sensibilisation, d'une accoutumance à cette idée de ville perméable, puisqu'on a dans l'idée de végétaliser, de désimperméabiliser la cour d'école, donc un gros projet, et des idées aussi au niveau de la place Châteauras, autour de ces emplacements de parking autour du temple. Voilà, c'est pas encore précisé, et justement peut-être que toute cette concertation permettra de faire aboutir aussi voilà, une conscience de ce que ça pourrait être sur cette place, hein, de ce qu'on pourrait voir, voilà, comment ça pourrait donner à voir et donner envie de voir, hein, en ayant des petits exemples déjà dans cette première période d'expérimentation. Voilà, je crois que moi j'ai à peu près tout dit pour cette première partie. J'ai été plus rapide que je ne pensais, formidable. Et j'avais une diapo que je devais projeter, mais c'est pas grave, c'était pas très utile. Du coup, je vais introduire notre premier intervenant, Pascal Moll, donc qui est directeur de recherche à l'INRAE, c'est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, et qui va nous parler de la gestion de l'eau de pluie à la source. Bonsoir à tous. Donc, je suis heureux d'être ici déjà parce que effectivement, je travaille à INRAE dans un laboratoire qui est situé à Lyon, mais en fait, je suis drômois et donc c'est toujours agréable de venir donner un peu de support sur son territoire. Donc, j'habite pas Dieu-le-Fils, j'habite Cré, mais c'est pas très loin, voilà. Et donc, on m'a demandé de parler un peu sur la question de la gestion des eaux pluviales à la source.
Et l'idée un peu, c'est de vous présenter pourquoi et comment. Alors je vous rassure, j'ai pas fait une présentation très scientifique. Hein. L'idée, c'est de vous poser des éléments de réflexion. Il va y avoir beaucoup de photos pour que vous puissiez réaliser aussi ce que c'est. Et de manière derrière à pouvoir avoir un débat un peu plus ouvert peut-être, où toutes les questions essayer de vous faire solliciter des questions, émerger des questions dans vos têtes de manière à ce qu'on puisse les débattre par la suite. Donc, pour comprendre déjà pourquoi, je voulais faire un peu d'histoire, parce qu'en fait, ça vient un peu à l'historique de la gestion des eaux urbaines. Si on remonte très loin, les pratiques moyenâgeuses, c'était jeter dans la rue les eaux usées. Très vite, ça a posé des contraintes d'hygiène, et l'étape d'après, ça a été de faire des fosses sous les bâtiments dans lesquels les eaux allaient, et puis s'infiltrer dans le sol. Sauf que il pouvait y avoir pas loin aussi un puits dans lequel on pompait de l'eau pour l'alimentation, et on avait toujours ces problèmes d'hygiène. Donc ça, c'était la base. Et dans les années 1850, 1900, il y a eu d'énormes travaux pour aller finalement faire des réseaux, des canalisations souterraines pour aller envoyer à l'extérieur des villes les eaux usées. Évidemment, les eaux pluviales pouvaient rentrer dans ces réseaux également. Finalement, ça n'a pas été une énorme invention, parce que finalement, notamment les Romains faisaient la même chose, hein, mais on avait perdu un peu tout ce savoir-faire au temps du Moyen-Âge. Et donc, ça a démarré à essayer là, c'est une ville, un plan de Paris avec les premiers réseaux qui étaient faits en rouge. L'objectif était uniquement des objectifs sanitaires, c'est-à-dire qu'il fallait envoyer ces eaux sales à l'extérieur, mais au départ, c'était pas du tout traité. Et cet objectif sanitaire s'accompagnait à une certaine vision de comment la ville pouvait être saine, et donc c'est-à-dire qu'ils sont mis aussi à étancher en fait ce sol-là pour que quand il pleut, on puisse très rapidement évacuer cette eau dans des réseaux, etc., qu'on n'ait pas de la boue dans les rues en fait. Donc c'était vraiment cette vision-là et qui a structuré finalement tout l'héritage qu'on a aujourd'hui des systèmes d'assainissement. Et par la suite, donc, il y a eu quand même une réflexion, alors bien après, sur l'idée de séparer en fait les eaux pluviales des eaux usées. Et donc c'est ce qu'on appelle des réseaux du coup séparatifs pour les eaux usées. Donc là en rouge, tout ce qui vient de la maison passe dans un réseau spécifique, va à une station d'épuration et est traité. Et puis tout ce qui est eau pluviale, soit des toitures, soit des ruissellements sur les routes, va dans un autre réseau qui lui est directement rejeté dans le milieu naturel. Donc ça a été promu depuis plusieurs dizaines d'années par les agences de l'eau, et ça a été financé. On fait du séparatif. Donc quand on fait du neuf, généralement c'est toujours du séparatif. Mais même il y a eu des gros travaux sur l'ancien, dire on va essayer de changer les réseaux anciens en les mettant en séparatif. Il faut savoir que donc l'idée, c'était très bien, c'est de dire que on va séparer et on va traiter que les eaux usées, parce que de toute façon, s'il y avait tout dans le même réseau, c'était quand même problématique au niveau des stations d'épuration de gérer des flux d'eau importants en temps de pluie. Il y avait quand même des limites, toutes les stations d'épuration ont des limites. Et donc, c'est pour ça que l'idée de séparer paraissait intéressante. Et l'autre idée qui était aussi sous-jacente, c'est de dire que les eaux pluviales, elles sont suffisamment propres, on peut les rejeter dans la rivière. Ça, c'était déjà une idée qui était scientifiquement fausse, et dès le 1900, on peut trouver des articles scientifiques qui montrent que ces eaux pluviales, en fait, elles sont pas si propres que ça. Mais à l'époque, c'était quand même une idée, un levier fort pour aller vers là. Et donc l'idée derrière, c'était aussi de diminuer les coûts sur tout le système d'assainissement entre réseaux d'eau usée et stations d'épuration. Donc, petit à petit, les villes se sont construites comme ça, en essayant de séparer quand même, mais dans les centres, les vieux centres, c'était quand même difficile d'aller transformer les réseaux unitaires qu'on avait d'avant en réseaux séparatifs. Difficile parce qu'il y a des habitats autour, c'est pas forcément facile de travailler, et le coût est très important. Pour vous donner une idée, sur une agglomération, le coût du réseau d'assainissement va être 3-4 fois plus important que le coût de la station. Et donc, c'est très important. Alors évidemment, c'est important de choisir quelle technologie de traitement on va mettre en place, mais c'est aussi très important de réfléchir sur comment on va gérer les eaux pluviales et eaux usées, et avec cette question du réseau d'assainissement. C'est-à-dire, on peut très bien dire,
on centralise tout, on fait une grosse station, on peut aussi très bien dire je fais plusieurs petites stations pour avoir moins de réseaux. Il faut savoir qu'en France, on renouvelle en moyenne sur le territoire 0,4% des linéaires des réseaux d'assainissement par an. Donc ça veut dire qu'on fait l'hypothèse que ces réseaux-là peuvent vivre 250 ans, ce qui est faux. Si on voulait éviter à ce que ces réseaux qui sont séparatifs que l'on met en place restent séparatifs dans le temps, il faudrait qu'on fasse x4, x5 sur le renouvellement des réseaux. Ce qui pose aussi des problèmes derrière, c'est-à-dire x4, x5, comme le réseau coûte cher, c'est potentiellement x3 sur le coût du mètre cube d'eau. Donc politiquement, enfin déjà, politiquement c'est peut-être dur à faire passer, et en plus, en termes de ressources financières, il faut les avoir. Donc, on est quand même... on a hérité de cette histoire-là, et donc on sait que ça pose des problèmes dans le temps, que les réseaux séparatifs restent pas complètement séparatifs, qu'on a du mal à renouveler les réseaux et à restructurer les réseaux dans les vieux centres urbains. Et puis, si on sait... Donc là, c'est le cas de la ville de Lyon. En gros, c'est l'urbanisation. En plus, on a une urbanisation croissante qui va s'accompagner d'une imperméabilisation des sols, qu'on va avoir de plus en plus d'accroissement des réseaux qui va ramener les eaux sur le réseau ancien pour aller aux stations existantes. Et donc, on va surcharger les réseaux existants, on va imperméabiliser encore plus les centres, et donc on va augmenter encore les problèmes qu'on observe dans les réseaux d'assainissement, notamment les problèmes en temps de pluie. Et donc, ce qui se passe, c'est que on a, sur ces derniers siècles, etc., favorisé ce style de concept, c'est-à-dire on met les réseaux, on va tout à une station d'épuration, et sauf que, alors excusez-moi, c'est en anglais, mais vous avez des termes ici qui est CSO. En fait, c'est que sur le réseau, eh ben, on a des endroits où quand on excède les capacités du réseau, eh ben, on a un déversement. Et c'est ce qui arrive en temps de pluie. Donc c'est ce qu'on appelle des déversoirs d'orage qu'on peut avoir. Alors soit c'est des déversoirs d'orage qui sont juste gravitaires, soit des fois on a des stations de pompage pour relever les eaux, mais ces stations de pompage, elles sont limitées par la capacité de la pompe, donc on a potentiellement des déversements en temps de pluie si les débits sont excessifs par rapport à la capacité du réseau à évacuer ces eaux. Et donc vous pensez bien que plus on imperméabilise, plus on urbanise, plus on accroît, et bien plus on va poser des problèmes sur les parties anciennes des réseaux d'assainissement, et plus on va avoir des déversements. Des déversements de mélange d'eau usée et d'eau de pluie, qui vont directement dans le milieu récepteur. Donc là, il y a une réglementation qui dit qu'on n'a pas le droit de déverser trop souvent en temps de pluie. Et ce qu'on observe en fait sur l'ensemble des collectivités de France, c'est que quand on regarde un peu ces déversoirs d'orage, c'est qu'ils déversent trop en temps de pluie. On a des systèmes qui sont généralement saturés. Donc, il faut faire quelque chose. Et c'est pour ça que, pour éviter d'avoir un peu ce qu'on peut observer, donc soit des déversements qui vont directement à la rivière, soit des tampons sur les réseaux qui débordent. Donc ça, c'est les problématiques des réseaux qui sont excédentaires, mais derrière, le fait d'imperméabiliser, le fait les villes, c'est-à-dire qu'on a aussi des problèmes d'inondation qui ne sont pas forcément liés au débordement des réseaux, mais c'est tout simplement qu'on a trop d'eau qui ruisselle en surface. Donc, c'est pour ces problématiques-là que les agences de l'eau se sont dit, bon, de toute façon, on n'a pas les moyens de refaire les réseaux, et que c'est beaucoup moins cher d'aller essayer d'infiltrer les eaux à la source, les eaux pluviales, pour éviter qu'elles rentrent dans les réseaux. Et donc c'est pour ça qu'il y a des projets, des appels d'offres, des agences de l'eau, Euroméditerranée-Corse entre autres, mais toutes les autres en France, essayent de promouvoir et de financer ce type d'action. Il faut bien comprendre que si j'ai donc là un réseau qui arrive avec une station, on voit les maisons, donc on a plusieurs maisons qui sont connectées, donc j'ai mon déversoir d'orage, le point DO, qui peut rejeter en temps de pluie, que en fait, si on arrive à enlever ces eaux pluviales du réseau, en mettant des systèmes, que j'ai mis en vert là, des systèmes d'infiltration à la source, on va pouvoir diminuer, voire l'objectif c'est même de annuler, enfin éviter d'avoir des déversements de mélange d'eau usée et d'eau pluviale en temps de pluie.
En gros, le principe, le concept, c'est de dire on passe du concept de ville, qui est le concept actuel, hein, qui a été fait pendant des décennies, d'une ville complètement imperméable, et en gros, on met des tuyaux et on a un seul exitoire, mais quand il pleut trop, ben, on sent bien que ça va poser des problèmes, à une ville, ce qu'on appelle le concept de ville éponge, c'est-à-dire que on va, quand il pleut, ça va s'infiltrer dans le sol. Le moteur principal des agences de l'eau, du coup des collectivités, parce qu'il y a des contraintes financières si c'est pas respecté, c'est bien lié à cette gestion du système d'assainissement en temps de pluie. C'est le moteur principal. Mais on va voir que l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir avoir d'autres bénéfices si on fait ça. Et notamment si on le fait avec ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature, c'est des solutions végétalisées. On va pouvoir infiltrer, mais du coup, on va pouvoir apporter ce qu'on appelle aussi des services écosystémiques. C'est d'autres services que celui pour lequel on travaille initialement, donc qui est une meilleure gestion des temps de pluie sur le réseau d'assainissement et donc une protection du milieu récepteur, du cours d'eau. Mais on va pouvoir aussi végétaliser la ville, donc refroidir les villes, apporter des zones refuge pour la biodiversité, enfin tout ce qui a été dit un peu dans la vidéo, et préserver la ressource en eau, parce que finalement, on va réinfiltrer de l'eau dans le sol, potentiellement dans la nappe, en tout cas avoir une sorte de tampon hydraulique qui fait qu'on va garder finalement de l'eau plus longtemps dans le sol et donc qui va être une pluie va se propager plus lentement sur la rivière et donc on va pouvoir aussi maintenir des débits plus importants, plus longtemps, des débits d'étiage plus importants dans la rivière. Donc c'est aussi pour l'ensemble de la biodiversité plus que même celle en ville. Et puis, 3 petits points, il y en a plein d'autres, j'ai pas tout mis, mais j'ai entendu là qu'il y avait une volonté dans cette approche ici sur Dieulefit d'avoir une démarche participative. C'est que on est ici dans un aménagement urbain finalement. Et donc, ces systèmes-là, ils ont une certaine plasticité en termes de dimensionnement, en termes de conception, et donc on peut inclure des demandes locales, des contraintes. Bien sûr, c'est un ouvrage technique qui a un objectif, donc il faudra le respecter, mais en même temps, on est en train de faire de l'urbanisme. Et donc on peut inclure des demandes locales, on peut prendre en compte dans la conception des ouvrages des demandes locales, et donc aussi jouer finalement, in fine, sur le bien-être des gens dans leur ville, quoi. Donc ça, c'est important. Et c'est vraiment, donc on l'a vu sur les agences, mais au niveau national, hein, le ministère de l'écologie aussi promeut ce type d'action. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans la réglementation nationale et voire, je dirais même de façon internationale, parce que c'est vrai dans tous les autres pays, en tout cas les pays d'Europe. Alors, une fois qu'on a mis un peu ce contexte-là, il y a 2 grandes approches en fait quand on veut essayer de déconnecter ces eaux pluviales des réseaux. 2 grandes approches. Il y a ce qu'on dit, alors on part du centre avec un bâtiment. Des surfaces perméables et puis on voit qu'il y a un réseau, c'est-à-dire qu'on envoie les eaux de ruissellement dans ce réseau d'eau pluviale. Alors soit je vais désimperméabiliser, c'est-à-dire que j'enlève mes routes, enfin j'enlève mes surfaces imperméables et je les rends perméables. Et donc dans ce cas-là, l'eau de pluie qui tombe dessus, elle va pouvoir s'infiltrer. Donc ça c'est ce qu'on appelle la désimperméabilisation. Mais il y a une autre voie qui va être de déconnecter les eaux pluviales. C'est-à-dire que je peux garder des surfaces perméables, mais je vais faire des aménagements perméables et mes eaux qui vont ruisseler sur mes surfaces perméables, je vais les amener sur ces aménagements-là pour qu'ils s'infiltrent à cet endroit-là. Donc là, on est dans ce qu'on appelle une déconnexion, c'est-à-dire qu'on va rediriger les eaux vers des espaces où on va favoriser l'infiltration. Donc c'est 2 approches différentes. D'un côté, on va juste infiltrer l'eau de pluie, elle ne va pas ruisseler. D'un autre côté, on va pouvoir potentiellement garder déjà des surfaces perméables, parce qu'on a quand même besoin de surfaces imperméables, je veux dire, parce qu'on a quand même besoin de routes, etc. Où il y a les bâtiments. Hein. Mais par contre, je vais pouvoir amener ces eaux-là et finalement, comme rendre perméable une zone assez grande, parce que je ramène les eaux dans un endroit où elles peuvent s'infiltrer. Alors là, il y a plein de possibilités de technologies. Je ne vais pas toutes les montrer, je vais juste vous montrer un peu des grands principes. Donc ça, une des possibilités que vous avez déjà dû entendre parler, c'est de faire des toitures végétalisées.
Là, en fait, il va y avoir deux grands types de toitures, soit des toitures qu'on appelle extensives, c'est-à-dire qu'on va mettre, en fait, c'est vraiment une toiture sur laquelle il y a un peu de terre et il y a de la végétation qui pousse, mais il n'y a pas d'autre utilisation que retenir les premières gouttes de pluie, isoler la maison aussi, isoler le bâtiment, parce que ça isole quand même. Mais vous avez ce qu'on appelle des toitures intensives. Donc là, sur la droite, c'est bien une toiture, c'est qu'il y a des bâtiments encore plus grands, mais la route est en dessous, il y a bien une toiture d'un bâtiment. Vous voyez que là, cette toiture-là, elle joue le rôle de toiture végétale, mais en même temps, elle a un usage de récréatif, de parc, etc. Et donc là, on ne va pas du tout la concevoir de la même manière, ça ne va pas avoir les mêmes contraintes en termes de conception et de gestion, mais c'est des choses envisageables. Et donc les grands principes, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs types, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est juste pour vous illustrer, vous voyez qu'à chaque fois on a une végétation, on a une partie qui va être un milieu poreux, souvent de la terre, mais pas forcément que. Et puis après, on va avoir des zones en dessous de drainage, voire de stockage de l'eau. Et donc ça va dépendre en fait des objectifs de cette toiture végétalisée. Premier objectif, c'est toujours de retenir les premiers millimètres de pluie. Donc là, je parle bien des premiers millimètres, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir retenir, généralement on parle plutôt de l'ordre des 5 premiers millimètres de pluie peuvent être retenus dans la toiture. L'idée derrière, c'est qu'on les retient, donc on atténue le pic derrière sur l'eau de ruissellement, on fait un premier tampon hydraulique. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que derrière, on peut aussi refroidir par évapotranspiration, refroidir un peu la ville. Mais on a toujours une contrainte à optimiser les deux, c'est-à-dire que si vous êtes dans des climats méditerranéens, donc il va faire très chaud, mais quand il pleut d'un coup, mais des gros volumes, mais après il y a une grosse partie du temps où il ne pleut pas, et donc on va peut-être stocker de l'eau à un moment, mais très vite on va finir cette eau et on ne pourra plus derrière évapotranspirer quand il fera vraiment très chaud. Donc on a ces problèmes-là, et c'est pour ça qu'on peut aussi dimensionner des systèmes avec un stockage, de manière à pouvoir avoir de l'eau plus longtemps, soit pour évapotranspirer et donc refroidir la ville, soit stockage pour faire de la réutilisation pour d'autres usages dans la ville. Ensuite, sur la partie infiltration des eaux de ruissellement, là aussi on va pouvoir agir de manière différente, et déjà différente d'un point de vue local. C'est-à-dire qu'on va pouvoir agir, on va le voir, à différentes échelles, de l'habitat jusqu'à des quartiers. Donc grosso modo, c'est-à-dire qu'on va pouvoir agir sur l'habitat, sur la maison elle-même, donc on a vu les toitures végétalisées par exemple. On peut agir au niveau de la propriété individuelle, c'est-à-dire dans le jardin s'il y a de la place. On peut agir au niveau d'une rue ou au niveau d'un quartier en créant des espaces grands, des parcs, etc. Donc au niveau de la propriété, là vous avez un petit exemple avec une maison, et vous voyez que l'idée de toute façon, ça va être toujours d'essayer de freiner le ruissellement, qu'il aille le plus lentement possible, d'aller infiltrer au maximum, de manière à éviter à ce que les eaux derrière aillent dans le réseau. Donc là vous avez un exemple sur des habitations, et vous voyez que, donc je ne sais pas s'il y a un... Non, il n'y en a pas. Alors, est-ce que j'arrive à mettre la souris? Voilà, là. Hop. Alors, vous voyez ici qu'il y a du gravier. L'idée, c'est que cette première, là... merci. Donc ici, on va déjà essayer de freiner les eaux pluviales. Et puis, on va les guider vers des systèmes où on va pouvoir infiltrer. Donc, alors, au niveau de la propriété, c'est ici. Là, on est déjà sur la rue. Mais au niveau de la propriété, on peut faire des choses, c'est-à-dire qu'on peut faire limiter l'écoulement et le guider vers un endroit où ça va pouvoir s'infiltrer. Autre exemple aussi au niveau de la propriété, c'est que là on est vraiment très proche des bâtiments, et donc on va les eaux de toiture ou voire les eaux de ruissellement, les mettre dans des ouvrages conçus pour infiltrer ces eaux proches des habitations. L'autre possibilité, c'est donc de travailler au niveau de la rue. Et l'intérêt de ça, c'est qu'on va aussi pouvoir repenser en fait la mobilité dans la rue, avec les différents modes de transport. Donc il y a la voiture, mais les vélos, les piétons, etc. Donc là, vous avez un exemple, et donc vous avez ce qu'on appelle une noue. On va revenir dessus par la suite. Une noue qui a été mise en place, qui sépare la partie piétonne de la rue.
Et ce qui est important, vous voyez que donc ils ont quand même gardé ici des bordures. C'est pas forcément obligé, ils en ont gardé pour éviter que les voitures éventuellement aillent se garer ou tombent ou je ne sais quoi dans le. Mais il y a des passages pour que l'eau puisse aller dedans et puisse venir s'infiltrer. Et on va pouvoir travailler au niveau à des échelles plus grandes, au niveau de quartier, et donc essayer de penser dans la ville comment on va potentiellement créer des zones, des parcs qui vont infiltrer des eaux, et pas forcément que les eaux qui sont juste autour, mais potentiellement des endroits où là c'est difficile de désimperméabiliser, de trouver des surfaces, et donc on va essayer de les guider pour les ramener là et faire un parc où on va pouvoir infiltrer les eaux. Donc ça, c'était pour discuter un peu des échelles. Et après, bien sûr, il va y avoir plusieurs techniques. Donc là, vous voyez pas forcément ce que c'est, on va venir dans le détail, mais en fait, vous avez ici plusieurs techniques, mais c'est aussi pour vous montrer que ça permet de repenser un peu l'urbanisme et le côté paysager des villes. Donc plusieurs types de dispositifs possibles, on va pas tous les voir, hein, mais c'est pour aller vite. Vous avez ce qu'on appelle des puits d'infiltration. Donc ces puits, en gros, c'est généralement on les utilise quand on n'a pas trop de place. C'est pas forcément la meilleure image pour justifier ça ici, mais je vous l'ai expliqué. Donc en gros, on crée un puits dans lequel on va amener les eaux pluviales, et puis ça va pouvoir stocker dedans, monter plus ou moins, et on va infiltrer au fond et sur les bords. Donc ça peut être très compact, c'est-à-dire qu'on peut avoir des parties imperméables juste à côté du puits, mais évidemment, on est quand même limité en termes de stockage à l'intérieur, en termes de stockage d'eau et donc de quantité d'eau qu'on peut amener, en tout cas sur un temps court. Et donc c'est pour ça qu'on peut aussi avoir, ici vous avez un système, c'est exactement ça, vous avez le puits ici au centre, et puis par contre on va pouvoir stocker sur une surface plus grande, stocker les eaux pluviales, de manière à pouvoir infiltrer sur une période plus longue s'il y a des événements extrêmes qui arrivent. Est-ce que ça marche ? Autre possibilité, c'est de faire un bassin d'infiltration. Donc généralement là, on va amener des eaux sur un bassin qu'on aura construit, végétalisé, de manière à pouvoir infiltrer sur une aire assez grande. Donc là, généralement, on fait ça lorsque on fait plutôt des parcs et qu'on a besoin d'amener de l'eau qui vient d'un peu plus loin pour l'infiltrer là où il y a de la place. Mais bon, grosso modo, c'est une excavation et puis c'est enherbé et puis voilà. Et en temps de pluie, ça va se saturer, stocker dedans et puis ça va mettre quelques heures pour s'infiltrer. Vous avez ce qu'on appelle des nous. Donc là aussi, principe, c'est que les eaux peuvent arriver, alors soit avec des tuyaux si elles viennent de plus loin, soit tout simplement le ruissellement de bord qui vont venir dans un système qui peut être donc une excavation avec une infiltration et donc avec plus ou moins d'eau suivant les événements, mais qui peut être aussi un ouvrage un peu plus pensé, un peu plus technologique suivant aussi les objectifs de traitement qu'on veut avoir. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire ici un ouvrage avec des matériaux un peu spécifiques si on sait qu'on a des polluants qu'on veut atteindre, qu'on veut dégrader. Et on peut aussi imaginer un système où il y a quand même une partie qui reste toujours en eau, si on veut, d'un point de vue esthétique, avoir toujours un peu d'eau qui reste au fond du filtre, du système. Donc là, une autre photo pour vous montrer aussi qu'on peut très bien le faire proche d'un bâtiment. Alors bien sûr, le bâtiment il est récent ici, et donc c'est quand même des questions qui sont à se poser quand on a des bâtiments anciens, où on sait, notamment sur des sols argileux ou je ne sais quoi, et on sait que ce bâtiment il bouge, il n'a pas forcément des super fondations, et donc c'est quand même des choses à regarder, hein, parce qu'à ce moment-là on ne peut pas forcément le faire trop proche du bâtiment, ou alors on peut aussi dire que c'est une opportunité pour aller retravailler et sécuriser ce bâtiment-là en étanchant correctement ses fondations, etc., éviter les remontées d'eau. Ça peut être aussi une opportunité. Lorsque on les prend sur les voiries, il faut effectivement bien penser à avoir des entrées qui permettent de guider les eaux sur les noues.
Un autre dispositif qu'on appelle des jardins de pluie, qui vont être un peu plus techniques, alors généralement aussi plus compacts. Et là, on va avoir, bon, c'est toujours le même système de toute façon, mais là avec un sol qui est rapporté, qui est pas un sol naturel. Et donc on va pouvoir éventuellement changer les matériaux et mettre des matériaux spécifiques, et dans lequel on va amener l'eau et puis une végétation qui va pousser. Et donc ça peut être intégré, ça peut être dimensionné de manière plus compacte que des noues. Et s'intégrer au milieu urbain. Donc on va avoir différentes couches. On va avoir potentiellement du drainage ou de l'infiltration, ça va dépendre des techniques qu'on veut mettre en place. Et puis un autre point aussi, c'est ce qu'on appelle les arbres de pluie. Donc là où vous avez des arbres, en fait, vous pouvez aussi amener vos eaux pour que ça s'infiltre près des arbres. Et donc là, c'est le même système. On va ramener par ruissellement sur une surface où on va pouvoir infiltrer. Et donc possibilité ou pas de stockage, ça dépend aussi de ce qu'on veut faire et du dimensionnement. Mais pour illustrer ici, sur des travaux menés sur la métropole de Lyon, donc ça on en voit de partout. Mais là, en fait c'est un peu du bon sens, on dit mais pourquoi on surélève déjà la partie où l'arbre pousse et on interdit à l'eau d'y aller alors qu'un arbre a besoin d'eau. Donc là, il y a plein de travaux qui sont faits pour réaménager ça et de manière à pouvoir finalement canaliser ces eaux de ruissellement pour qu'ils puissent s'infiltrer sur les arbres. Et donc les arbres vont augmenter leur évapotranspiration, ça va permettre de refroidir un peu plus la ville, etc. Autre technique aussi qui peut être végétalisée ou non, mais donc là comme on parlait de végétalisation, j'ai mis cette image, mais c'est tout simplement les parkings perméables sur lesquels on va infiltrer les eaux de ruissellement également. Alors ce qui est intéressant, donc là, bon, évidemment je suis allé vite, on n'a pas forcément parlé en détail des conceptions, etc. On pourra le faire si vous voulez par la suite, mais il y a plein d'autres technologies, mais ce qui est intéressant, c'est que en fait ces systèmes-là, on observe que donc les noues, les jardins de pluie, les systèmes, c'est aussi des jardins de pluie un peu plus intensifiés, ou les systèmes d'infiltration, les tranchées d'infiltration, etc., qui sont végétalisés, vont être, c'est ce qu'on verra, vont avoir le plus d'impact en termes, si on regarde à la fois les objectifs urbanistiques, sociaux et environnementaux, que d'autres systèmes. Et donc, ça veut dire que c'est avec ces systèmes-là, on va pouvoir travailler d'autres choses que purement la partie technique d'infiltration des eaux et de gestion des eaux pluviales. On va pouvoir travailler de l'urbanisme, on va travailler de l'intégration sociale et de bénéfices environnementaux. Et c'est ça qui est quand même relativement intéressant. Et un des paramètres qui est aussi à prendre en compte, qui est important, c'est que si on recherche la multifonctionnalité, c'est-à-dire qu'ici vous avez des ouvrages qui servent à l'infiltration des eaux de pluie, mais qui servent aussi de parcs récréatifs. Donc ici, évidemment, il y a toujours un peu d'eau stagnante, on n'y va pas trop, mais il y a des aménagements qui fait que les gens peuvent se balader, etc. Ici, carrément, il y a des jeux. C'est-à-dire que les enfants vont pouvoir aller jouer, etc. Et donc, lorsqu'on recherche la multifonctionnalité, l'acceptation est meilleure et la gestion est meilleure. Comme il y a un objectif qui est autre que uniquement de gérer des eaux de pluie, il y a un objectif aussi de récréatif, par exemple, eh bien, la gestion va être faite plus facilement. Et ça aussi, c'est important, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des ouvrages qui sont quand même des ouvrages techniques, qui demandent forcément un peu de gestion, et c'est surtout de la gestion type espace vert, mais que si ce n'est pas fait, on peut perdre des performances techniques. Donc, il y a des règles de conception. Donc, de toute façon, je laisserai la présentation, vous n'avez pas le temps de cliquer dessus, mais vous pourrez le faire par la suite. Mais il y a des ouvrages qui expliquent comment dimensionner ce type de technologie. Basiquement, les règles, c'est déjà de définir la pluie qu'on souhaite gérer. Est-ce que c'est l'annuelle, la décennale, etc. Quelle est la période de pluie, quel est le volume de pluie qu'on veut gérer, qui nous pose problème sur notre réseau, et donc on va vouloir gérer. Une fois qu'on a ça, il faut s'assurer déjà que la nappe n'est pas trop proche, parce que suivant le type de ruissellement, on peut avoir certains polluants. Si la nappe est trop proche, dans ce cas-là, on risque de polluer un peu la nappe. Donc, par grande sécurité, dans les règles, actuellement, c'est 2 mètres qui est choisi, mais bon, je peux vous dire qu'au-delà d'1 mètre, il y a déjà plus de polluants tout est retenu dans le 1er mètre du sol. Mais ça va dépendre des types de sol, évidemment, quand même. Et après, il faut regarder quel est le degré d'imperméabilisation de la zone que l'on souhaite
l'on souhaite aménager, que l'on souhaite en tout cas désimperméabiliser, soit physiquement, concrètement, soit en drainant les eaux vers un système d'infiltration, de manière à pouvoir savoir, en fait, suivant la pluie qu'on veut gérer, eh ben, quel volume on va devoir gérer derrière. Et une fois qu'on a le volume, si on connaît la perméabilité du sol où on fait l'infiltration, on va pouvoir déterminer une surface. Et sachant généralement on veut que ça soit infiltré en 6 heures, de manière à ce que s'il y a un nouvel orage qui arrive, on puisse le reprendre en compte. Et ben on va pouvoir aussi déterminer le volume de stockage qu'il va falloir faire pour stocker. Donc c'est assez simple. Après bon, il y a d'autres détails, c'est assez simple. Mais ce qui est important quand même à savoir, c'est que ce dimensionnement, là je vous le fais simple, mais effectivement, il faut que les eaux arrivent. On a certains types de substrats à mettre en œuvre. On a quand même un trop-plein, c'est-à-dire que si on a des événements qui sont supérieurs à la pluie pour lequel on a dimensionné, il faut qu'on puisse l'amener quand même quelque part et l'évacuer. Et donc tout ça, bah, ça se calcule et ça se dimensionne. On a vu un peu, là je voulais venir sur la partie qualité-quantité, c'est-à-dire on regarde quelle est la quantité qu'on veut gérer et puis on n'a pas vu vraiment la qualité, la partie traitement, mais ça on pourra en reparler par la suite. Mais il y a une question importante, c'est bon, quel choix de technologie on va mettre en place et où on va les mettre en place. Et ça, en fait, il y a plusieurs possibilités. C'est pour ça que j'ai mis faire et prévoir. Alors généralement, on dit plutôt on prévoit et après on fait. Mais en fait, il y a bien les deux en parallèle. C'est-à-dire que prévoir, ça veut dire qu'on fait une analyse à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une ville. On dit où sont mes problèmes, où sont mes surfaces perméables qui me posent le plus de problèmes sur mon réseau d'assainissement, et c'est là-dessus qu'il faut que j'agisse. Mais pour ça, ça demande une étude, ça demande un peu de temps, et après, il va falloir faire un programme d'investissement, et ça va demander un peu de temps. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, il faut le faire. Mais en même temps, on peut démarrer tout de suite, c'est-à-dire que dès que vous avez des travaux sur voirie, systématiquement, pensez infiltration. Sans vous poser aucune question sur est-ce que c'est bien là, même si vous faites que 10 mètres carrés de zone d'infiltration, c'est toujours ça de gagner. Parce que ça prend du temps. Et les villes qui ont commencé il y a pas mal de temps à aller dans cette démarche de gestion à la source des eaux pluviales, elles s'aperçoivent que finalement, elles arrivent à désimperméabiliser de l'ordre de 1% par an leur surface. Donc ça prend du temps. Mais dès qu'on arrive déjà à quelques pourcentages, ça peut faire de l'impact sur les contraintes sur le réseau. Donc c'est pour ça, pour moi, il y a deux choses. Évidemment, il faut prévoir pour ça, faire une étude, il faut regarder ce qui est problématique, ce qui pose le plus de problèmes sur un territoire donné, mais en même temps, dès qu'il y a des travaux, il faut faire. Comme par exemple, mettre dans les PLU que toute nouvelle construction doit gérer à la source ses eaux pluviales, point barre. On ne mettra pas de réseau pluvial pour sortir de nouveaux quartiers ou de choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qui doivent être mises en place de manière à ce que ça avance plus vite. Voilà, c'était peut-être un peu rapide, mais j'espère que ça va initier des discussions par la suite. Je vous remercie. Merci beaucoup Pascal Moll. Alors c'est vrai qu'on a tous sans doute énormément de questions et à la fois je me dis peut-être que c'est mieux qu'on ait toutes qu'on passe à la table ronde et qu'on garde nos questions pour après parce que peut-être qu'il y aura déjà des petits éléments de réponse et puis de toute manière on sera tous sur scène et si jamais voilà, donc si ça vous va, je vais convier les autres intervenants à venir sur scène et puis gardez vos questions, notez-les pour après. Alors, la règle du jeu de cette table ronde, c'est que comme on a la soirée, enfin tout le monde va avoir faim à un moment, donc il faut qu'on soit assez concis. Donc à peu près 10 minutes par personne. Il y a une gardienne du temps, en principe, voilà, ici, qui nous fera signe si jamais, voilà, on dépasse un petit peu. Ah, je suis myope, moi, faudra que tu me fasses signe. Et sinon, bah voilà, je vais me faire un peu le relais des questions qui ont été concoctées par le groupe de travail, puisqu'on a essayé justement de trouver des sujets qui, moi, je voulais bien mettre sur le côté. C'est vous qui allez causer là, qui c'est qui se met au centre là?
Non, moi allez, mettez-vous, Frédéric Duval, allez passer au centre ou je sais pas. Voilà. Donc la première question s'adresse plutôt donc à Damien Chantreau, donc qui est chargé de mission au syndicat mixte du bassin du Roubion et du Jabron, qui est basé à Cléon-d'Andran, donc voilà, et qui est animateur également du contrat de rivière Roubion-Jabron-Riaille. Et donc on a pensé commencer par vous, je vais dire, parce que c'est voilà, là c'était une échelle très très générale, et voilà, on va recentrer sur notre territoire et donc le bassin versant donc de notre cours d'eau et des autres cours d'eau alentour, voilà, était la première porte d'entrée, il nous semblait. Et donc la question qui s'adresse non, je vais continuer à tutoyer quand même, parce que c'est pas parce qu'on est sur scène qui s'adresse à toi, c'est quel est le cheminement de l'eau de pluie dans la vallée du Jabron, pour qu'on comprenne un petit peu une goutte de pluie, voilà, qu'est-ce qu'elle va devenir dans le bassin versant, où est-ce qu'elle va aller, et quel est l'intérêt du coup de l'eau pluviale pour le milieu naturel, et en quoi, si ça arrive sur place, ça reste sur place, ou ça va directement dans la rivière, qu'est-ce que ça va changer, quel est l'impact peut-être de son infiltration par rapport au milieu naturel et aux cours d'eau, etc. Il marche? Oui, c'est bon. Bonsoir à tous, enchanté. Du coup, Laurence m'a présenté. Le contrat, t'as dit contrat de rivière, mais c'est très bien, contrat de rivière. Juste 2-3 mots, qu'est-ce qu'un contrat de rivière, hein? C'est vraiment un outil contractuel avec l'agence de l'eau et le département de la Drôme. C'est un programme d'action de travaux et d'études sur plusieurs années. Donc là, nous, sur le Roubion, Jabron et Riaille, on est sur 7 ans de contrat de rivière avec plusieurs études et plusieurs travaux. Donc moi, j'anime cette procédure-là, le lien avec les financeurs, les élus et les riverains propriétaires au bord des rivières. Donc concernant le projet de Jolfi, c'est une action qui est inscrite au contrat de rivière maintenant et qui est financée par l'agence de l'eau. Voilà pour la petite intro. Juste par rapport à ça, on n'en a pas parlé finalement de l'action, de la fiche action qui est dans le contrat de rivière, puisque là ce qu'on a parlé, on a plus évoqué la réponse à l'appel à projet eau et participation citoyenne, mais toi tu fais référence à une fiche action donc où on s'engage, où la ville a inscrit un projet de désimperméabilisation d'un espace plus vaste. Voilà. Auquel j'ai fait allusion dans l'introduction. C'est ça. Oui, c'est ça. J'ai peut-être été un peu plus vite, mais il y avait en tout cas cette volonté de déconnecter les eaux pluviales et d'infiltrer. Du coup, ça reste bien le thème de la discussion. Et donc ça, c'est une action qui est compris dans ce contrat avec des financements à la clé par le partenaire financier de l'agence de l'eau. Donc à la question quel est le parcours de l'eau dans un bassin versant, je pense que tout le monde a son idée. Déjà un bassin versant, le bassin versant du Jabron, il faut s'imaginer un bassin versant, c'est ni plus ni moins, on va dire qu'une grosse baignoire, hein, qu'une grosse bassine. Hein. Si la goutte d'eau elle tombe du bon côté, elle vient chez nous, enfin chez vous en tout cas, dans le Jabron. Si elle tombe de l'autre côté, elle va tomber dans la Rimandoule et malheur à vous, elle ira dans le Roubion. Voilà. Et sinon, elle ira sur le Lez, typiquement, qui est l'autre gros bassin versant à côté de chez vous. Donc, pour délimiter les bassins versants, on part de lignes de crête. En tout cas, vous voyez un sommet, vous voyez une crête. Si la goutte d'eau elle tombe d'un côté, elle vient chez vous. Alors d'une pluie, on va parler d'une pluie normale, hein, d'une pluie classique courante. Au fur et à mesure, l'eau va ruisseler dans les sols. Là, on sort un peu de ce contexte urbain, en tout cas. Donc il y a de la forêt, il y a des terres agricoles, il y a des prairies, il y a des zones humides. Donc tout ça, c'est des milieux qui vont imbiber, qui vont se recharger en eau. L'eau va aussi ruisseler et ça va alimenter tout un tas de petits talwegs, donc des cours d'eau qui sont pas forcément en eau toute l'année, vraiment comme des petits ravins. Et cheminement, ça va faire ça va faire sa petite histoire et ça va donner à un moment donné une rivière, parce qu'arrivé à un moment donné, il y a un contexte géologique qui fait que plusieurs tronçons, plusieurs petites rivières, plusieurs talwegs vont se rejoindre et qui vont faire que là, oui, il y a un tracé, il y a un talweg qui va toujours être en eau et qui va donner naissance à une rivière. Quand il pleut plus, en milieu naturel, typiquement cet été, il n'y a pas plu pendant plusieurs mois et les rivières coulent tout le temps.
C'est parce que à l'amont, on a des terrains, on a des zones humides, dans la présentation de Pascal, il y avait un beau schéma, il y avait une ville sur un entonnoir et une ville sous forme d'éponge. On dit que les zones humides, c'est vraiment des milieux naturels particuliers qui stockent l'eau, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'elles stockent l'eau, et en fait, elles le relarguent petit à petit. En fait, ce relargage qui se fait petit à petit fait que, quand vous voyez pas pleuvoir pendant des jours et des jours, il y a quand même de l'eau dans la rivière, ça alimente au fur et à mesure du temps cette rivière. Il y a aussi à savoir, alors peut-être pas là sur l'amont, parce que vous êtes quand même sur l'amont du bassin versant du Roubion. Ok, encore 6 minutes, merci. Et il y a des relations entre les nappes phréatiques et les rivières. On a des endroits plus à l'aval, de la vallée du Jabron, encore plus sur le Roubion, des relations où, à un moment de l'année, c'est la nappe qui alimente le cours d'eau, et à un moment de l'année, c'est le cours d'eau qui peut alimenter aussi sa nappe. Il y a vraiment des relations comme ça qui se font. Donc là, c'est sur la pluie. Et si j'essaye de faire le lien avec le sujet d'aujourd'hui. Par exemple, on a pu me demander, mais si on infiltre là à tel endroit, est-ce que l'eau elle va continuer quand même à rejoindre la rivière? Est-ce qu'on va pas assécher la rivière? Enfin, si je schématise la question qui était posée. Oui. Du coup, essayons de se replacer cette fois-ci en contexte urbain. Voilà. Donc assécher la rivière, je dirais que non. Moi, le regard que j'ai, on va dire, je représente la rivière. Je voulais pas utiliser le terme spécialiste, mais j'essaye de représenter la rivière aussi bien que je peux. Il y a les milieux naturels en amont de l'agglomération qui vont faire en sorte qu'il y ait de l'eau dans la rivière. Il n'y a pas de souci. Les enjeux aujourd'hui, avec ce contexte de changement climatique, j'ose le dire parce qu'il est vraiment là. On l'a vu cet été. C'est que à l'arrivée du printemps, dans nos zones géographiques méditerranéennes, du coup, avec une grosse influence, il faut pouvoir profiter de toutes les pluies. Il faut vraiment profiter de ces pluies-là. Le fait qu'une ville ne soit pas, ou pas assez, perméable, ce fameux tout tuyau, ça on l'a hérité, maintenant il faut faire avec, et on essaye d'avancer avec ça, fait qu'on canalise cette eau, on la conduit à un endroit, station d'épuration, ou rejette directement à une rivière, mais du coup on l'amène très vite à un point de rejet. Et on l'amène à une rivière, à un bout de la rivière. Le fait de pouvoir l'infiltrer, c'est ce qui a été dit dans la présentation de Pascal, il a tout dit dans sa présentation, il faudrait la relire 2-3 fois pour tout digérer, mais du coup on va nourrir au fur et à mesure ces sols, quoi. On va aller nourrir cette éponge, alors tout ça bien sûr ça se réfléchit, c'est de la géotechnique, il y a des bureaux d'études spécialisés là-dedans, mais il faut imaginer qu'on vient nourrir les sols en eau et on vient profiter de toutes les pluies qui peuvent arriver du milieu de printemps jusqu'au mois de septembre-octobre en fait. Parce que nos périodes d'assec, c'est là où vraiment les milieux où on n'a plus d'eau, il peut plus, c'est ces périodes-là, quoi. Donc dès qu'il y a une pluie, faut essayer d'en profiter, de stocker l'eau et de l'infiltrer à la parcelle. Voilà. Après, je me fais pas de soucis pour l'assèchement des rivières. L'eau, au fur et à mesure, elle va s'infiltrer dans le sol. Elle ira rejoindre soit la nappe, comme ça a été très bien dit, ou soit, en fonction de la topo, en fonction de la localisation où s'infiltre l'eau, elle va aller rejoindre la nappe d'accompagnement de la rivière et ça va aller nourrir la rivière. Mais ça va aller nourrir la rivière petit à petit. Ça va jouer un peu, là on exagère, mais ce rôle d'éponge, au fur et à mesure. Et une question qui m'était revenue aussi, c'était le fait que le changement climatique induise des pluies à d'autres saisons de l'année. Quelle est donc on a un peu moins de pluies de printemps, pluies d'automne, mais plus des pluies d'hiver peut-être. Quelle est l'influence sur le milieu naturel ou sur le bassin versant, sur le fonctionnement de ces recharges de nappes phréatiques et... Ouais. Alors, sous couvert de toutes les données qu'il peut y avoir sur le changement climatique, mais sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, donc c'est des études qui se font vraiment à grande échelle, il y a effectivement ça qui est pointé du doigt, maintenant c'est connu, c'est que globalement il tombe autant d'eau sur nos territoires, par contre elle tombe pas au même moment qu'avant. C'est-à-dire que tu l'as très bien dit, on va avoir des trompes d'eau lors de nos orages courant novembre-décembre. Maintenant ça s'est redécalé à décembre, et on a de moins en moins de pluie de printemps et à l'été, et ça dure jusque septembre, octobre, et c'est ce décalage là quoi qui vraiment s'est créé.
Le problème, c'est que on peut avoir aussi des décalages des fameuses pluies efficaces. Voilà, c'est des pluies, ce qu'on va dire pluie efficace, c'est de la pluie vraiment de fin d'automne, de début d'hiver, de la petite pluie fine, un peu, on peut s'imaginer la petite pluie bretonne, voilà, vraiment qui imbibe les sols et qui recharge vraiment efficacement les sols. Parce que les orages qu'on peut se prendre ou qu'on s'est pris, début décembre, sur des sols secs et où on se prend 150 mm sur la tête. Ça ruisselle et ça vient directement dans la rivière, et avec nos cours d'eau, 2 heures après, je veux dire, on a retrouvé une rivière avec un débit normal et la nappe a du mal à réagir parce que l'eau c'est pas infiltrée, elle a ruisselé. Donc du coup, ce qui fait que on va se prendre nos 300 mm entre novembre et janvier, on va dire, mais c'est très conséquent, on rattrape le retard de toute une année. Donc les nappes ont du mal à se recharger, et on peut démarrer des printemps comme l'année dernière où les nappes elles sont encore assez basses, sont pas assez rechargées. Couplé à ça, avec un déficit de pluviométrie au cours du printemps et d'été, ça va faire que nos nappes sont basses, ça va faire que nos zones humides à l'amont de nos bassins versants, toutes les terres elles sont sèches, elles sont pas assez gorgées d'eau, et donc on va voir nos rivières, en fait les débits vont baisser de plus en plus vite, arriver au début d'été. Cette année, sur notre territoire et sur tous les autres territoires, on avait un mois d'avance. C'est-à-dire que à l'entrée du mois de juin, on avait des débits caractéristiques de début juillet, quoi. C'est vraiment ça, ça s'est vu sur le Roubion, ça s'est vu sur le Jabron, et ça s'est vu sur la Drôme, sur tous les bassins environnants. Donc ça amène encore plus de stress hydrique sur les populations piscicoles, de stress hydrique sur des milieux comme les zones humides, donc sur la flore ou la faune qui y vit, sur toute la végétation, sur les arbres, sur la ripisylve qu'on peut avoir au bord des rivières, qui sont vraiment en relation soit avec la rivière, avec sa nappe. Voilà. Ça amène des changements qu'on commence à voir, mais c'est des changements qu'on va voir au fur et à mesure du temps. Ok, je crois que merci beaucoup Damien. Je crois que c'est à peu près la durée. Bravo, merci. Du coup, maintenant, je m'adresse à Frédéric Duval, qui est le directeur du SIEA, le syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement du pays Dieulefit-Bourdeaux, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir, avec son président d'ailleurs qui est dans la salle, Richard Bouquet, merci. Et donc j'aurais aimé vous poser la question, donc même si on en a déjà un peu parlé, qu'on a eu des éclaircissements déjà un petit peu, mais peut-être vous nous précisiez voilà, qu'est-ce qu'est le réseau unitaire et séparatif sur Dieulefit en quantité, peut-être du coup l'état des lieux, l'intérêt de des connexions pour Dieulefit, comment se porte notre réseau, du coup peut-être affiner un focus sur notre territoire. Merci. Oui, bonsoir, et je voulais également souligner la présence de Marc Hébérard également, qui est vice-président à l'assainissement collectif, notamment sur le syndicat. Donc rapidement, donc le syndicat des eaux et de l'assainissement de Dieulefit est une régie publique qui gère l'assainissement collectif pour les communes de Dieulefit, Poët-Laval, mais également depuis 2022 sur Roche-Baudin et au 1er janvier 2023 sur la Bégu de Mazinc. Voilà. Donc j'ai préparé une petite présentation. Voilà, pour resituer un peu sur Dieulefit et Poët-Laval notamment, hein, ce sont les deux communes pour lesquelles nous gérons depuis 1985 les réseaux. Donc, on va passer à la diapo suivante. Donc voilà, sur Dieulefit et Poët-Laval, on a différents types d'eau bien évidemment et de réseaux. Donc parmi les eaux que l'on retrouve, bien évidemment les eaux usées, qui sont polluées par un usage humain, parmi lesquelles on retrouve les eaux grises, donc qui proviennent des éviers, des lavabos, des douches, et les eaux vannes qui proviennent des toilettes, et qui ont vocation, bien sûr, à être récupérées dans le réseau d'assainissement collectif. Et ce qu'on appelle des eaux claires parasites, donc ce qui a été dit, bien évidemment, les eaux pluviales, qui sont des eaux claires parasites ponctuelles, mais également des eaux claires parasites qui sont plus permanentes, qu'on retrouve notamment par des apports de sources et de nappes. Et en principe, bien évidemment, les eaux pluviales doivent être récupérées par un réseau séparatif, un réseau pluvial. Mais donc, dans ces réseaux qu'on peut avoir, on a également des eaux permanentes, de source et de la nappe. On peut passer à la diapo suivante. Donc un exemple de réseau unitaire, donc on le voit, c'est ce qui a été dit par Monsieur Moll. Donc c'est un réseau qui va récupérer
les eaux usées de la maison, mais également les eaux pluviales. Et on voit effectivement que tout va vers la station de traitement des eaux. Alors l'inconvénient également que peut avoir un réseau unitaire, c'est qu'il doit être surdimensionné par rapport à deux réseaux séparatifs, puisqu'il doit récupérer par temps de pluie une plus grande quantité d'eau. Donc là on a bien l'exemple. Le réseau séparatif, quant à lui, va être divisé donc en deux canalisations. Une canalisation qui va rester toujours pour les eaux pluviales et une canalisation destinée aux canalisations sanitaires, donc d'eau usée. Voilà. Donc là, on est sur un réseau séparatif. Donc bien évidemment, quand on fait des travaux, sur une construction neuve ou même des travaux sur de l'ancien, il faut bien effectivement veiller à déconnecter toutes ces arrivées entre les deux canalisations, donc les arrivées d'eau pluviale qui vont devoir être récupérées dans le réseau d'eau pluviale et les canalisations, tout ce qui est rejet d'eau usée, qui vont être dirigées vers les réseaux d'eau usée, et donc il faut bien veiller à ce qu'on dit, à déconnecter au niveau de la propriété privée les interconnexions entre les deux réseaux. Donc bien déconnecter les eaux pluviales du réseau d'assainissement, donc les chenaux, les grilles de cours, et le SIEA, dans le cadre de cette déconnexion, a la possibilité de faire réaliser notamment ce qu'on appelle des tests à la fumée, pour voir si à un moment donné, les séparations ont bien été faites à l'intérieur de la propriété privée. Voilà. Et en cas de vente également de propriété, on a la possibilité les notaires aujourd'hui en cas de vente nous demandent au syndicat si les maisons sont bien raccordées au réseau d'assainissement et conformément à la réglementation, c'est-à-dire en déconnectant bien les deux types d'arrivée d'eau, eau pluviale et eau usée. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients des types de réseaux? Bien évidemment, le réseau unitaire, il y a un faible coût au niveau de l'investissement, puisque c'est une seule canalisation qui va récupérer les eaux usées et les eaux pluviales, les eaux claparasites. Le séparatif, lui, comme le disait Monsieur Moll, a un coût plus important, puisqu'on doit créer deux réseaux séparés. En termes de raccordement, le réseau unitaire, il n'y a pas de risque d'inversion de branchement, c'est ce qu'on disait, de nécessité de déconnexion, puisqu'il n'y a qu'un seul réseau qui va récupérer l'ensemble des eaux. Par contre, le réseau séparatif, c'est là-dessus qu'il faut insister et veiller à ne pas, bien évidemment, connecter les deux réseaux. En termes d'unitaire, l'exutoire, il n'y a pas de nécessité puisque tout va à la station d'épuration. En séparatif, par contre, il y a une nécessité d'avoir un exutoire à proximité. En ce qui concerne la pollution dans le cadre d'un réseau unitaire, il y a des risques de pollution des milieux élevés de par la présence de déversoirs d'orage, ce qu'on va voir un peu plus loin. Dans le séparatif, il n'y a pas de risque de pollution puisque les effluents, les eaux claparasites et les eaux pluviales vont dans un réseau particulier. En termes de fonctionnement, c'est ce qu'on disait, en unitaire, les conduits sont surdimensionnés, ainsi que la station d'épuration qui doit être dimensionnée par rapport à l'arrivée hydraulique, alors que dans le séparatif, tout est fait d'une manière plus cohérente. Alors sur Dieulefit et Pointe-Laval, on peut dérouler là toute la diapo. Donc on a 43 km de réseau, dont 3 km encore de réseau unitaire, notamment sur Dieulefit, qui se situe dans les secteurs de la rue Justin-Jouve, le Savelas, la Garde de Dieu, la rue Garde de Dieu, la place Châteauras et Brun-la-Rochette. Ça concerne donc les 3 km encore qu'on a en unitaire sur le réseau de Dieulefit. Sur Pointe-Laval, tout a été mis en séparatif. Notamment, le plus gros point d'unitaire était dans le quartier de Gougne. Et en 2012, la commune de Pointe-Laval a investi, avec le syndicat bien évidemment, pour créer un réseau séparatif. Nous avons 8 déversoirs d'orage sur l'ensemble du réseau de Dieulefit à Pointe-Laval, et aujourd'hui, depuis 2023, un bassin d'orage de 400 mètres cubes à Dieulefit, qui fait office de zone tampon, notamment quand il y a des épisodes d'orage et pluviaux. Il est au camping des Grands Prés, en bas vers les tennis, le tennis club du Jabron. Voilà.
On peut passer à la suivante. Voilà ce qu'est un déverseur d'orage, hein, on en a parlé. Donc là, c'est le déverseur d'orage du camping, justement, qui est le plus important sur le réseau de Dieulefit et Poët-Laval, donc au camping des Grands Prés. Donc vous avez un ouvrage, avec là la canalisation, le collecteur d'eau usée qui part à la station. Là, vous avez aujourd'hui une canalisation qui va dans le bassin d'orage, et en cas effectivement d'épisodes pluvieux importants, dans un premier temps, la surcharge hydraulique va se déverser dans la zone la zone tampon, donc le bassin d'orage, de 400 mètres cubes. Et bien évidemment, quand il n'y avait pas ce bassin d'orage, quand il y avait de forts à-coups hydrauliques, de surcharge hydraulique du fait du réseau unitaire, là il y a une lame, si vous voulez, de débordement. Et lorsque il y a trop d'eau qui arrive, d'eau de pluie et d'eau usée, ça se déverse et ça part directement dans le milieu récepteur. Alors tout réseau unitaire, quelle que soit la collectivité, quel que soit le réseau, à partir du moment où il y a de l'unitaire, il y a obligation de mettre sur le réseau des déverseurs d'orage. Donc on a 8 aujourd'hui sur le réseau. Et le bassin d'orage qui a été créé en 2022 est là justement pour temporiser, pour faire zone tampon et pour éviter un déversement trop rapide. Voilà donc le bassin d'orage actuel sur le camping des Grands Prés. Donc le SIEA a fait l'acquisition d'une partie d'un tennis, d'une moitié de terrain, et ça voilà, c'est l'emprise donc d'une moitié de terrain de tennis. Donc c'est une profondeur de 10 mètres de hauteur, et par contre, bien évidemment, c'est un bassin totalement enterré, donc qui ne se voit pas en surface. Donc le bassin de 400 mètres cubes. Donc aujourd'hui, bien évidemment, vous avez également la station qui est dimensionnée, bien évidemment, aujourd'hui autour de 5500 équivalents habitants, et bien évidemment qui prend en compte les arrivées effectivement de surcharge hydraulique. On est encore aujourd'hui à 100% de surcharge hydraulique, en comptant les eaux claires parasites, c'est-à-dire les eaux pluviales, mais également les eaux claires parasites permanentes dont on a parlé, tout ce qui peut arriver de source ou de drainage naturel. Voilà, donc par contre un rappel par rapport au fonctionnement du réseau également, c'est que l'un des inconvénients pour les stations et pour tous les systèmes de traitement, ce sont les lingettes. On a beaucoup de lingettes encore qui se retrouvent au niveau de la station de traitement des eaux et qui perturbent le fonctionnement de toutes les pompes, les agitateurs, etc. Donc il faut vraiment avoir en tête que les lingettes sont un ennemi non seulement pour l'usager, parce que ça peut poser des problèmes au niveau des installations du privé, mais également au niveau des installations finales, terminales, stations d'épuration, etc. Donc on met l'accent au SIEA, et on va communiquer là-dessus également sur le problème qu'on retrouve des lingettes au niveau des rejets. Voilà. Et enfin, donc, bien évidemment, tout ce qu'on vient de voir ne peut se faire qu'avec l'engagement des communes, donc de Dieulefit et de Poët-Laval. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'en 2012, le SIEA percevait des communes de Poët et de Dieulefit ce qu'on appelait une redevance eau pluviale. Avant 2012, les travaux de Poët-Laval et de gros travaux également qui avaient été réalisés par la commune de Dieulefit, par le syndicat, sur la commune de Dieulefit, qui se situait au niveau du Jabron, dans le lit du Jabron, on a un gros collecteur qui absorbait pas mal d'eau du Jabron. C'est pas le contraire qui se passait, c'est pas la canalisation qui polluait le Jabron, mais c'est le Jabron qui rentrait dans la canalisation. On était à peu près à 300% de surcharge hydraulique. On recevait 3 fois ce que la lagune devrait recevoir normalement. Donc les communes de Dieulefit et de Poët-Laval étaient assujetties à une redevance eau pluviale. En 2012, la commune de Poët nous a dit, nous, plutôt que de donner une redevance au SIEA, est-ce qu'on pourrait pas plutôt économiser cet argent et faire des travaux de mise en séparatif? Donc ce que le syndicat, les élus du SIEA à l'époque ont trouvé une bonne idée, ont accepté. Donc c'est pour ça effectivement que les communes à partir de 2012 créditaient chaque année sur leur budget un montant équivalent à la redevance pour pouvoir financer ces investissements. Et donc ça a permis à la commune de Poët de faire ces travaux. La même dérogation donc a été accordée à la commune de Dieulefit jusqu'en 2020, qui a provisionné des crédits afin de réaliser ces réseaux séparatifs. Et notamment en 2019, la commune avec le syndicat a fait des travaux de séparatifs sur les boulevards, la rue des Boulevards, à la place des Tilleuls, sur les rues Gabriel Péry et Ernest Chalalamel.
Voilà. Et donc en 2022, nous sommes descendus à une surcharge hydraulique de 100%. On récupère encore dans la station le double de ce qu'on devrait récupérer, 100% de plus que ce qu'on devrait récupérer normalement. Voilà. Et voilà. Voilà pour les éléments sur le réseau de Dieulefit et Poète-Laval. Merci, Monsieur Duval. Alors, maintenant, je vais m'adresser à Laurent Portugaise, qui est responsable des services techniques à la mairie de Dieulefit depuis juin 2022, c'est ça. Et donc, chaque commune, j'imagine, fait une commande un petit peu politique quand on a un responsable technique. Donc, quelles sont les actions déjà que peut réaliser un service technique en lien un petit peu avec notre sujet, que ça soit la désimperméabilisation et notamment la végétalisation. Et est-ce qu'il y a eu des commandes particulières en lien avec la sobriété en eau, la lutte contre les îlots de chaleur ou la végétalisation, justement? Quelles ont été éventuellement les actions ébauchées, même si voilà, et quels sont surtout les projets, puisque c'est tout neuf arrivé ici. Alors, arrivé depuis peu, donc j'ai appris, vous m'avez donné votre politique en fait sur la végétalisation. On va dire une politique un peu plus écologique, arrêter les fleurs annuelles, les engrais et autres. De toute façon, moi j'étais sensibilisé à ce sujet depuis 2009, bien avant même la loi Labbé qui interdit tout ce qui est pesticides. Donc déjà depuis 2009, moi je me penche sur la question de comment lutter, en fait comment se passer des désherbants, des antigerminatifs par une végétalisation. Ce qui m'a permis d'apprendre pas mal de choses au niveau des travaux, des nouveaux travaux que demandés par les cabinets d'études en fait ou les cabinets de paysage. Voilà, comment créer ce qu'on a vu, la végétalisation en fait, de manière puisqu'on n'avait plus droit aux pesticides, comment revégétaliser. Et donc ça, en fait, les grandes pépinières, les grands groupes se sont penchés sur la question et ont sorti une nouvelle palette de végétaux qui permet de remplacer les sols inertes, voilà, de favoriser les sols perméables. Donc ici, fort de ces petites connaissances, j'ai voulu pouvoir le mettre en application ici à Dieulefit petit à petit. Notamment sur les promenades. On a une très belle allée historique avec des grands marronniers, mais en fait on est sur un sol complètement inerte, 15 cm de sable sans matière organique, et effectivement sans tous ces pesticides, on va avoir les espèces pionnières qui vont s'installer. Et puis donc ces espèces pionnières, pour moi, elles sont très bien, elles ont leur place, mais on pourrait essayer de faire mieux, d'aménager, d'ornementer, en fait, avec des plantes qui pourraient s'intégrer dans ce paysage et qui pourraient résister à nos contraintes ici, piétinement, forte chaleur, pas trop d'arrosage. Donc voilà, donc un des projets qui va être la revégétalisation de ces promenades. Par exemple, si je peux citer des plantes, là on a fait un test devant au début des promenades devant les tennis, l'autre côté tennis, voilà, avec du lipia. Voilà, c'est une petite plante couvre-sol qui va garnir ce sable, se stabiliser. Théoriquement, une fois installée, elle résistera au piétinement, elle résistera à la sécheresse, aux canicules. Voilà, je l'ai associé aussi avec du thym. Une petite achillée aussi. Donc voilà, ça pour l'instant c'est du test, mais ça va faire son petit bonhomme de chemin et je pense qu'on verra déjà les premiers effets pour ce printemps. Ce qu'on peut faire sur Dieulefit également, c'est je sais que Dieulefit a une histoire avec un fleurissement, les 4 étoiles ou 3 étoiles, les 3 fleurs pardon qu'on avait là. Donc sur ces fleurs annuelles,
Moi j'adore, mais bon, c'est plus trop dans l'actualité. Donc il faut... Qu'est-ce qu'une fleur annuelle par rapport à une fleur pas annuelle? Alors la fleur annuelle, quand on dit fleur annuelle, c'est la fleur qui vient du monde horticole, géranium et autres. C'est super beau en Alsace, sûrement. Je suis jamais allé. Mais voilà, j'ai vu des photos de Diolfi avec plein de jardinières, beaucoup d'entretiens, beaucoup d'achat de fleurs qui demandent du chauffage dans les serres, du terreau qui vient avec de la tourbe de Pologne, de la fibre de coco qui vient de Côte d'Ivoire. Voilà. Mais on peut faire autrement avec en connaissant une palette végétale en fait, de plantes ornementales, Gora, Tulbagia, armoise, autres plantes, aromatiques, méditerranéennes, qui vont pouvoir convenir un peu sur notre secteur. Donc c'est un petit peu le rôle qu'on va avoir ici au service technique de Diolfi, et à réfléchir à chaque aménagement, projet, de petits travaux, comme disait Monsieur Moll, même si c'est que 10 mètres carrés, on va pouvoir réfléchir en fait comment aménager et éviter le bitume ou autre technique de travaux publics. Donc j'y suis assez sensible à ça, donc plutôt aux techniques de végétalisation que les techniques de travaux publics ou passage d'engin, tassement des sols et imperméabilisation. Merci. Et tu as fait allusion au sol donc qui est inerte des promenades. Est-ce que il y a un apport est-ce que déjà comment il se comporte par rapport à l'eau de pluie, et est-ce que les arbres, quel va le bénéfice, l'éco-bénéfice de la végétalisation que tu vas impulser, et l'eau de pluie dans tout ça, comment elle va... Alors l'eau de pluie, si je pense aux promenades, déjà elle s'infiltre bien là sur ce sol sableux, ça c'est vrai que c'est très très drainant. La végétalisation de ces promenades, elle est plus dans le cadre d'ornement, faut pas se le cacher, là on va pas absorber beaucoup plus les eaux, quoi. C'est vraiment de l'ornemental, mais pour reprendre les photos qu'on a vues là sur le premier diapo, sur les projets des grandes études de nouveaux bâtiments, on n'aura pas ici ça à Diolfi avec des grandes fougères et autres, c'est pas du tout le climat comme ça, mais je pense qu'avec des plantes plutôt de la végétalisation simple, type méditerranéenne, rampante, basse. Si je vous apprends un mot, allélopathique. Allélopathique, c'est la capacité aux plantes en fait de limiter la concurrence à son pied, je pense au cyste. La cyste, les feuilles vont tomber et vont faire que d'autres espèces ne vont pas venir concurrencer la plante. Moi, je vois ça plus dans un but d'ornement. Le temps agent est important aussi, on a des moyens limités en agent, donc d'entretien, d'arrosage. Donc se servir de cette palette végétale qu'on a à notre disposition maintenant, là, depuis une quinzaine d'années, pour agrémenter notre ville et limiter l'évaporation, les températures et tout ça. Merci beaucoup Laurent. Je crois que c'est pareil, le temps on est dans les règles des 10 minutes. Alors je vais passer la parole maintenant à Vincent Domas, élu aux espaces verts et à l'amélioration du cadre de vie. Et donc la question tourne évidemment autour de l'opération Cultive ta rue ou Jardine ta rue. J'ai l'impression que le nom est pas encore complètement arrêté, et qui en tout cas s'inspire, me semble-t-il, du permis de végétaliser de la région parisienne. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qui c'est que ça va concerner? En quoi, en tant qu'habitant, ça peut m'intéresser, et voilà les grandes règles ou conditions de ce projet. Alors oui, bonjour à tous. Alors effectivement, on est tombé sur ces projets un peu qui sont faits dans pas mal de communes, donc beaucoup de grandes communes comme Lyon, Grenoble, Paris, Chambéry, etc., de rendre la végétalisation de la ville plus participative en fait, de donner l'occasion aux riverains, aux habitants de la ville finalement de pouvoir cultiver un petit bout de terrain devant chez soi, et au mieux même de pouvoir comme vous l'aviez très bien dit, de pouvoir désimperméabiliser ne serait-ce qu'un petit bout de terrain devant chez soi, un petit peu de frontage qui serait, on casserait un bout de trottoir, un bout de C'est quoi un frontage?
Oui, excusez-moi, un frontage bas, c'est la limite en fait. Je parle sous contrôle de Marc, mais définition approximative, ça va être c'est la jonction entre une propriété et l'espace public en fait. C'est vraiment la façade avant de la maison sur l'espace public, et ça permettrait éventuellement, voilà, à la fois de verdir la ville sans alourdir la charge de travail en fait pour les services techniques de la ville qui ont déjà beaucoup d'entretien à faire sur tous les espaces verts, et à la fois aussi de faire s'approprier l'espace public aux habitants en fait, qu'ils arrivent un petit peu à s'approprier l'espace public et qu'ils puissent à leur manière finalement rendre l'espace public un peu plus joli, et voire éventuellement mettre du comestible, c'est aussi en réflexion. Voilà, que vous dire d'autre là-dessus? Concrètement, c'est une utilisation c'est une autorisation en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire concrètement. C'est une convention d'autorisation de l'espace public en fait, un peu comme une convention de terrasse finalement, mais sur un tout petit espace. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des habitants qui ont eu des demandes ou un intérêt pour ça? Est-ce qu'il y a... J'ai entendu parler d'un groupe de travail sur la Viale, enfin une initiative qu'il y avait eu antérieurement dans la Viale. Alors oui, ça rejoint un peu ça. Alors effectivement, dans la Viale, il y a déjà, je sais pas si vous voyez, il y a tous ces petits bacs en demi-cercle au début de la rue Zigzag, qui sont déjà tous en fait cultivés et entretenus par les riverains. Ils l'ont fait d'eux-mêmes, ça fait des années qu'ils fonctionnent comme ça. Ça marche super bien pour le coup, ils sont tous très prudents sur ce qu'ils font là-dedans, et enfin ils font ça très bien quoi. Donc en fait voilà, c'est vrai que ça part un peu de cette idée de se dire que il y a des habitants qui aiment jardiner, qui veulent un peu avoir la main sur comment ça se passe dans leur rue, et donc nous on est carrément pour en fait quoi. C'est vraiment une super idée de pouvoir s'approprier, comme je disais, voilà, l'espace public. Donc oui, effectivement, ça se fait déjà là-bas, ouais. Après, petit détail, ouais, c'est sur le permis de végétaliser quand même à dire, c'est qu'on ne peut pas désimperméabiliser forcément de partout. C'est-à-dire que il faut faire donc là vous le verrez pas là, mais vous le verrez pas bien, mais faut remplir un petit formulaire de demande et expliciter quand même pas mal son projet. De là, nous, les services de la ville et moi-même, et sûrement un petit groupe de travail qui va se former là-dessus, on va analyser les demandes. C'est parfois pas possible de casser un bout de trottoir, un bout de bitume, parce qu'il n'y a pas l'espace, il y a un espace réglementaire pour pouvoir passer sur le trottoir, parce qu'il y a du réseau, parce qu'il y a une cave, etc. Enfin voilà, du coup, dans ce genre de situation, il y a toujours moyen de s'arranger autrement avec des bacs. Si vous avez déjà un massif préexistant devant chez vous, c'est peut-être possible de se l'approprier comme ça s'est fait dans la Viale. Enfin voilà, juste pour dire, on pourra pas forcément systématiquement désimperméabiliser et accéder à toutes ces demandes-là, voilà, c'est ce que je voulais dire, quoi. Merci. Moi, je sais qu'il y avait des commerçants de la rue du Bourg qui nous avaient demandé aussi, qui nous avaient fait remarquer, quand je mets des plantes dans des bacs, ils disparaissent, on me vole mes bacs. Du coup, est-ce que je pourrais enlever un pavé et comme ça, je pourrais planter, une plante. Donc, je sais que j'avais reçu ce genre de demande aussi. Oui, alors effectivement, ouais, c'est toujours en réflexion. Pour ça, voilà, il faudrait que je vois justement avec monsieur l'adjoint aux travaux pour voir en fait comment ça se passe sous la rue du Bourg. C'est assez compliqué la rue du Bourg. Il y a eu des réflexions justement au niveau des pavés. Je sais que au niveau souterrain, ça se passe pas forcément comme on le voudrait. Ça serait génial que ça se fasse. Voilà, le projet est encore à l'étude. Voir si les eaux peuvent s'infiltrer correctement dessous, si ça va rien abîmer, si ça va pas abîmer à la fois les fondations ni les pavés. Donc voilà, affaire à suivre. Là on est encore sur l'affaire, ouais. Bon, merci beaucoup Vincent. Je crois que là maintenant, ça va être le moment qui vous est réservé, cher public. Ou éventuellement, oui, je m'étais dit peut-être que Pascal, quand même, tu pourrais nous dire, au vu des projets actuels de l'Amérique, t'as entendu des bribes. Est-ce qu'il y aurait une priorité ou je sais pas d'amélioration de notre cycle de l'eau de pluie, ou si tu avais un conseil pour conclure et que tu puisses prendre aussi la parole après un petit peu aussi avoir entendu les autres intervenants.
Alors moi, je trouve que ce qui est bien, c'est qu'il y a des initiatives, il y a des choses en cours et visiblement des gens assez motivés pour d'un point de vue végétal ou d'un point de vue effectivement sur les parties infiltration, etc. dans la ville pour faire des choses. Donc ça c'est très bien et donc continuer comme ça, je veux dire voilà, essayer même d'amplifier la dynamique, ce sera toujours bon. Après c'est peut-être voir par rapport à la problématique expliquée par le syndicat là sur le fait que il y a encore 100% de surcharge hydraulique. Bon, si c'est sur les eaux claires parasites permanentes, des zones nappes qui s'infiltrent, c'est une autre question d'infiltration. Pardon. Mais si c'est lié à des temps de pluie, essayer de voir où, peut-être, potentiellement, où sont les problèmes au niveau du territoire et où agir en priorité. C'est peut-être là aussi où vous pourrez diminuer peut-être plus efficacement ces surcharges. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, il y a deux choses à faire. C'est faire, dès qu'il y a des travaux, on se pose pas de questions. Et là, il y a une problématique. Alors, je sais pas, on n'a pas parlé sur les déverseurs d'orage. Est-ce qu'ils déversent trop par rapport à ce que la réglementation demande, ou si ça va, mais en tout cas, voilà, c'est voir sur ces problématiques de temps de pluie, d'où ça vient, et potentiellement agir pour les réduire. Là-dessus, je peux répondre. Les quartiers ont été énumérés. Hein, on a localisé par un diagnostic. Hein, en 2011, on a fait un diagnostic du réseau d'assainissement et on a situé, bien évidemment, les secteurs sur Dieulefit qui sont encore en réseau unitaire. Donc ça, c'est bien vu. Voilà. Ok. Bah écoutez, je pense s'il y a quelqu'un qui peut prendre voilà, super. Donc il y a des micro-mobiles dans la salle et donc c'est le moment de poser vos questions si vous voulez lever la main et vous adresser éventuellement à quelqu'un en particulier ou en général. On essaiera de répondre à vos interrogations. Oui, moi je me posais la question, quand on a affaire à des sols qui sont particulièrement compactés, ou quand on a un parking par exemple qui est goudronné, dessous le sol il est compact, il a été damé, redamé, etc. Si on traite juste la couche supérieure pour mettre des genres de pavés qui laissent la végétation pousser un petit peu entre les deux, comme on a vu, est-ce qu'on va réellement avoir de l'infiltration ou est-ce qu'il faut traiter le sol en profondeur pour arriver à faire quelque chose? Voilà, c'était un petit peu ma question de ce côté-là. Alors généralement, ce qu'on sait, c'est qu'en ville, les sols sous le bitume sont pas vraiment des vrais sols. C'est pas vraiment des sols naturels et donc généralement, alors il peut y avoir du compactage, etc. Il peut y avoir des choses comme ça. Généralement, le premier mètre, on le retravaille assez systématiquement. Donc ce premier mètre, il est pas vraiment problématique. Par contre, si dessous on tombe sur de l'argile vraiment imperméable, de toute façon on sera limité par ça. Donc il y a quand même une des limites, c'est d'aller voir quand même quelle est la perméabilité du sol qui va être limitant pour l'infiltration. Et mais ce premier mètre, il se retravaille quoi, de toute façon. Oui, pour le syndicat du Jabron Roubion, on avait rencontré plusieurs personnes de la centrale photovoltaïque, enfin parce qu'on envisageait éventuellement aussi de l'hydraulique. Votre collègue Jonathan, et donc il nous avait parlé de l'importance de laisser couler les rivières et d'abaisser les sols pour l'écoulement. Et là maintenant on comprend aussi qu'il faut retenir l'eau. Donc on comprend pas bien cette contradiction, à quel moment laisser s'infiltrer et cette nécessité en même temps d'abaisser les seuils et de laisser s'écouler l'eau. Voilà. Est-ce que c'est sur des endroits différents de la rivière et que c'est pas incompatible, mais est-ce que j'ai bien résumé ta question? Ouais. Et par ailleurs, deuxième question à Allez-y. titre personnel sur cet endroit-là du Jabron, parce que c'est là où il y a la grosse chute. Il y a eu cette pluie torrentielle quand même qui a touché plusieurs endroits de la Bégute de Mazinc. Est-ce que c'était une pluie, là, elle ressemblait presque les dégâts qu'elle a causés pour moi à celle de 92. Est-ce que c'était une pluie torrentielle exceptionnelle?
puisqu'il y a eu quand même des bandes de terre qui sont tombées dans la rivière, ou est-ce que pour vous c'est simplement un épisode annuel habituel, les pluies du 7 septembre et 14 septembre? Ok. Première question, d'abord. Donc ouais, je vous avais dû rencontrer mon collègue Jonas Huguenin. C'est ça, c'est Jonas. Jonas, il est donc on est deux chargés de mission au syndicat de rivière. Moi, je suis animateur, je suis plutôt global et planification, stratégie, études. Jonas, il est davantage sur le volet rivière, restauration morphologique, donc les formes de la rivière, et avec cette thématique particulière des barrages dans la rivière. Donc quand vous dites abaissement du sol ou du seuil, j'ai peut-être des seuils, abaissement des seuils. D'ici, j'ai pas bien entendu. Abaissement des seuils, c'est lui le référent. Donc quand mon collègue vous disait en lien avec votre question de produire de l'énergie, de faire de l'hydroélectricité, ce qui vous a amené comme argument, comme argument, le principe sur nos rivières, c'est que un seuil au milieu de la rivière, donc un barrage, hein, si peu importe sa hauteur, à partir du moment où il fait plus de 50 cm, il va commencer à poser des problèmes sur la rivière, des problèmes d'ordre de continuité, d'ailleurs continuité écologique, c'est-à-dire la continuité des sédiments dans la rivière, c'est-à-dire les sédiments dans une rivière doivent aller de l'amont à l'aval. C'est vraiment le tapis roulant de la rivière, et c'est un habitat bien particulier de la rivière, et la rivière a besoin de ces sédiments-là, elle a besoin de les mobiliser. Donc premier effet négatif d'un barrage, hein. Deuxième effet, c'est que un barrage en rivière, du coup, en fonction de sa hauteur, va limiter le déplacement de la faune piscicole qui s'y retrouve. Voilà. Donc deuxième effet. Donc si vous lui avez posé la question comment réaménager une prise d'eau associée à un barrage pour produire de l'énergie, c'est ces deux effets globalement négatifs sur la rivière qui vous a indiqué. Après, je rentrerai pas dans le détail, mais il y a tout un tas de dossiers réglementaires qui passent pas par nous, hein, qui passent par la police de l'eau, par la DDT, Direction départementale des territoires, qui instruiront une demande à un dossier. Donc oui, d'un point de vue biodiversité, faune de la rivière, oui, il y a un intérêt à abaisser les ouvrages, certains ouvrages. On n'est pas là pour tous les effacer, il y en a des ouvrages plus problématiques que d'autres. Et vous mettez vous mettiez en contradiction cette idée avec le fait que là on voulait faire retenir l'eau. C'est ça, retenir l'eau. Alors quand je dis retenir l'eau, c'est vraiment nourrir les nappes, nourrir le sol. C'est pas dans une idée de faire de la rétention. C'était pas du tout ça. C'est-à-dire que sur l'espace communal, sur l'espace anthropique, on va dire urbanisé, faire en sorte que l'eau soit pas forcément conduite par des tuyaux, arrive moins vite soit à la station, soit arrive moins vite dans les réseaux et les satures, et qu'on ait des débordements, et que ça rejoigne un point de la rivière. Voilà, est-ce que j'ai été peut-être plus clair là-dessus? Ouais. Voilà. Et la deuxième question, j'ai une mauvaise mémoire. Ah oui, sur la Bégude. Alors c'était l'événement de début septembre, vraiment très particulier, dans le sens où c'est vrai qu'à partir de la Bégude puis Giron, donc vraiment moitié bassin versant du Jabron, c'est de cette moitié aval jusqu'à l'aval où on a eu la grosse pluviométrie. Et à l'amont, il y a certainement eu des coups d'eau, mais les courbes de débit et les dégâts et même l'intensité de la pluie a été beaucoup moindre. Et je crois que vous avez dû avoir 150-200 mm de pluie en, 2 heures, une nuit, voilà. Donc ce qui est très conséquent. Donc en termes de pluie, en termes d'occurrence de pluie, c'est un peu comme les crues. Les crues, on les classe, c'est la crue annuelle. Si c'est une crue qu'on a une chance sur 10 de rencontrer dans l'année, c'est une Q10. Voilà, et tout ce qui est réglementaire, protection contre les inondations, la norme c'est la Q100, c'est-à-dire la crue centenale, on a une chance sur 100 de rencontrer cette crue-là dans une année. Donc les pluies, elles sont classées de la même façon. Donc cette intensité de pluie sur la Bégude, je la sais pas. Faudrait essayer de comparer par rapport à, on peut avoir des données dans les PPRI ou dans d'autres études. C'est vrai que sur la Bégude, je sais pas. Mais en tout cas, ça a généré sur la moitié aval du Jabron
une crue d'ampleur quasiment trentenale. Donc c'est-à-dire on a une chance sur 30, sur 30 d'avoir une crue de cette ampleur dans l'année. Une crue de cette ampleur, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas eu. Voilà, c'est ça. Après cette pluie-là, elle pouvait avoir une occurrence plus importante, hein. Vraiment sur la pluie, je sais pas, mais ça a généré un bon coup d'eau en tout cas sur la moitié aval. Voilà, avec des dégâts aussi, beaucoup de dégâts liés au vraiment, mais là c'est autre chose, c'est pas tant au débordement des cours d'eau, mais vraiment au ruissellement. Voilà, des sols imbibés qui vraiment se tiennent plus et tout se casse la figure. Comme je vois qu'il y a des personnes qui partent, si jamais vous êtes intéressé pour participer au groupe de travail, il y a des fiches d'inscription à la sortie. Vous pouvez, si vous voulez participer, n'hésitez pas à mettre vos coordonnées. Et bonsoir. Christophe me fait signe, mais non, c'est à moi qui fais signe, mais simplement, ça sortirait du cadre, mais puisque Christophe veut qu'on le fasse, on va le dire tout de suite. J'attendais la fin, simplement pour dire que demain il y a un atelier de concertation avec des petits étudiants en master urbanisme et aménagement de 14h à 16h sur la thématique de l'habitat. Donc ce sera assez ludique, et ce seront des ateliers dits créatifs. Ça serait vraiment chouette pour eux que vous veniez. Ce sont des étudiants qui sont très motivés, qui sont une dizaine et qui font du super boulot, avec lesquels on a un partenariat. Ça se passera dans la salle sous la halle, je pense, la salle de l'escalier, parce que là il y a Marie Pochon, mais bon voilà, c'est comme il y a toujours plein de choses à la mairie, mais en tout cas c'est par ici, c'est entre 14 et 16h et c'est demain. On vous attend. Désolée pour cette parenthèse. Merci Magali. Une question du coup? Bonsoir, j'ai 3 questions. Je vais essayer d'être concise. Je voulais savoir, en tant que particulier, quand on a des routes de particuliers, des parkings qui sont gravillonnés ou qui subissent des ruissellements d'eau et la détérioration des routes, vers qui on peut, vers quel service de la ville on peut, venir, faire un appel à conseil pour savoir comment faire pour désimperméabiliser les routes, quelles solutions on pourrait trouver. Moi j'ai cherché personnellement et je trouvais que c'était hyper cher par rapport au parking par exemple, les solutions que j'ai trouvées sur internet. Et du coup je voulais savoir s'il y avait un service vers qui s'adresser pour avoir des conseils sur comment modeler les routes pour pouvoir récupérer l'eau. Deuxième question, je crois que c'est par rapport au SIEA. Est-ce que Dieu-le-Fit, j'ai vu qu'une ville, qu'il y avait plusieurs villes pilotes qui envisageaient de faire de la phytoépuration, et je voulais savoir si Dieu-le-Fit y a pensé pour son réseau d'eau usé. Et j'ai une troisième question pour les jardins. Est-ce que vous avez entendu parler de la ville de Chédigny, qui est une ville qui, pendant sa rénovation de ses égouts, a profité de faire tout le long de tous les bâtiments. Et j'y ai pensé parce que c'est une ville qui ressemble beaucoup à Dieu-le-Fit. C'est une petite ville en pierre, et tous les pourtours, les bords de piétons, de routes piétonnes, du coup ont été végétalisés, et ils ont implanté des rosiers grimpants, et c'est devenu une ville jardin remarquable et très agréable aussi au niveau climatique, au niveau de la chaleur. Voilà. Merci. Ah ouais, peut-être, ouais. Alors, je vais répondre à la première et à la troisième question. Pour votre première question, ce que vous pouvez faire déjà éventuellement au niveau municipal, c'est soit de nous faire un courrier, vraiment pour expliciter votre problématique ou votre demande, soit prendre rendez-vous avec le service urbanisme éventuellement. Après, voilà, comme dit Laurent, il existe un organisme qui s'appelle le CAUE, dont j'ai plus vraiment le... Conseil en architecture, urbanisme et environnement. Merci Magali. qui fait du conseil justement, et qui fait ça bien, et qui a sûrement plein de
plein de propositions, de suggestions. Après, alors je sais pas comment ça se passe pour les particuliers, si les particuliers peuvent pas l'atteindre directement. Donc voilà, le mieux éventuellement, c'est de venir nous voir à la mairie, faire un courrier éventuellement, c'est toujours mieux. Comme ça, on l'a sous les yeux. Et puis voilà. Après, on peut étudier effectivement la problématique avec le service urbanisme et les services techniques éventuellement. Et pour la troisième question, non, je ne connais pas cette ville. Laurent la connaît, donc je vais lui laisser répondre, mais ça a l'air intéressant. Avant le SIEA. Alors pour la troisième question, Chédigny, je connais bien, c'est ma région. C'est pas du tout comme Diolfi, c'est 700 habitants. C'est la volonté d'un maire sénateur, Monsieur Pierre Luot, qui a eu une idée géniale. Tout simplement, faire de sa ville on appelle ça les zones de rencontre, c'est ça? Donc tout est à 20 à l'heure, plus de trottoirs. À la place des trottoirs, on végétalise. Donc les piétons sont obligés de passer au milieu de la route. Donc ils sont prioritaires par rapport aux voitures. Mais c'est une ville très rurale, très éloignée des axes de communication. Faut le trouver, faut y aller. Très célèbre pour sa fête de la rose au mois de mai, mais c'est super. Donc c'est en Touraine, pardon. C'est juste à côté de Tours, entre Tours et Loches. Et le concept sur le papier est très beau. Mais ça tient que sur la volonté d'un homme, Monsieur Pierre Luot, sénateur, qui a réussi à avoir des moyens. Effectivement, comme il a réussi à avoir des moyens, la ville s'est redynamisée. C'est une petite bourgade rurale, petit village. Plus d'habitants, un restaurant est revenu, la fête a du succès tous les ans. Le nombre d'habitants augmente, les employés communaux ont augmenté, donc c'est ça. Mais ça tient vraiment que sur les épaules d'un seul homme. Et donc c'est pas du tout participatif. J'ai rencontré Monsieur Luot, enfin tout ça. Donc sur le papier c'est beau, mais le concept est pas bon. Donc voilà. Mais par contre, ça revient à tout ce qui est permis de végétaliser. Là, je pense que les services techniques, on est là pour vous aider. Si vous avez des idées, on pourra vous aider à les mettre en œuvre, à creuser, enlever les pavés s'il faut, s'il y a la possibilité, et puis sur le choix végétal autorisé, voilà ce que l'on peut faire, certainement en fleurissement, en aromatique, évidemment en pied de mur, on pourra pas mettre des grands arbres ou autres, mais ça c'est possible. En ce qui concerne donc le SCEA, donc le syndicat gère en plus de l'assainissement collectif sur Dieulefit, Poète, Rochebaudin et la Bégude, l'assainissement non collectif, et c'est vrai que la phytoépuration, on la retrouve pas mal en assainissement non collectif. Sur Rochebaudin, il y a effectivement également des roseaux. L'assainissement de Rochebaudin, donc qui est géré aujourd'hui par le SCEA, s'opère par un filtre planté de roseaux. Sinon sur Dieulefit et Poète-Laval, bien évidemment, tous les systèmes sont étudiés et les élus après font le choix de la solution la plus pertinente. Mais effectivement, tous les systèmes sont regardés et étudiés. Alors, je proposerais une ou deux questions encore, et puis après, peut-être que je pense qu'il va falloir conclure. Alors, moi, ça serait plutôt une remarque, enfin des remarques. Je voudrais revenir particulièrement sur le quartier de la Viale, initialement pavé depuis toujours. Effectivement, il y a des jardinières qui ont été créées, qui sont entretenues par les riverains. Il y a aussi une rue, la petite rue du Château, qui est entièrement pavée et qui est fleurie naturellement au gré des saisons. Mais nous déplorons le recul des pavés, qui, à mon sens et à mon avis, enfin, je sais pas, vous me direz ou pas, permettent aussi l'infiltration, vu que entre les pavés il y a de la terre. Donc je pense que c'est pas mal. Et au gré des travaux divers et variés dans la Viale, eh bien, on enlève les pavés et on met du goudron. Donc ma question c'est, est-ce que on va nous remettre des pavés? Est-ce que on va enlever le goudron rue Cascou, grande rue du Théron et rue de la Bise? Alors en plus la rue de la Bise est très en pente, gravillonneuse, là l'eau s'écoule en ligne directe. Bon. Voilà. C'est une question qui est en lien et en même temps pas en lien avec cette soirée, c'est une réponse politique, donc je me permets de la faire.
On a reçu votre courrier auquel on a répondu qu'on pourrait pas le faire et on en est bien désolé. Voilà, ça a été goudronné il y a plusieurs années, c'était pas sur ce mandat-là. Et vous connaissez le nombre de projets qu'on a. Malheureusement, ça ne pourra pas rentrer, en tout cas dans les priorités des 2 ou 3 prochaines années, de dégoudronner, de remettre des pavés dans ces rues. Je comprends à la fois votre tristesse et votre frustration, mais ça ne sera pas possible. Pour autant, il y a les permis de végétaliser. Vous pourrez enlever un petit bout de goudron pour mettre des végétaux et peut-être des comestibles, mais ce sera pas repavé. Je vais pas vous faire une promesse qui serait pas tenue. Merci Magali. Et peut-être juste, il y avait une question que j'entendais, excusez-moi, c'est juste pour continuer là-dessus. Juste la question du pavage, est-ce que c'est une illusion ou c'est une vraie idée que une rue pavée, comme la rue du Bourg par exemple, est plus filtrante, infiltre plus l'eau de pluie que une rue bitumée? Vu ce que j'ai compris de la rue du Bourg, c'est pas du tout clair pour moi. Est-ce que on peut avoir un élément de réponse d'une façon plus générale et non pas une question particulière? Si les pavés sont faits à l'ancienne, c'est-à-dire sans ciment entre les pavés, ça s'infiltre bien, hein. Ça c'est sûr. Par contre, si c'est cimenté, c'est imperméable. Bon, moi je voulais juste... C'était une critique. Je vous parlais de transformer votre village, notre village, de le végétaliser. Je voulais savoir si vous avez bien réalisé, vous avez commencé près de la poste, un espace, vous avez enlevé toutes les lavandes, qui étaient magnifiques, et qui retenaient l'eau. Et aujourd'hui, j'ai encore pris une photo hier, c'est monstrueux, il y a des morceaux il y a rien, il y a plus rien, c'est vide, il y a 3 cailloux qui se battent en duel, il y a une espèce de bordure, je ne sais pas ce que ça veut représenter, c'est ni japonais, ni français, ni belge, ni je ne sais pas. En tous les cas, c'est très laid. Alors, je voulais savoir si vous avez un artiste qui va penser et qui va vous aider à faire de belles bordures, de beaux espaces. Voilà, parce que je trouve que ça, c'est un peu triste. Laurent, une réponse technique, peut-être? Pardon, merci. Oui, donc sur le massif de la Poste, il est assez nouveau. Enfin, il était nouveau quand je suis arrivé. Effectivement, il paraît qu'il y avait des lavandes avant, je les ai pas vues. Maintenant, le choix variétal va plutôt se baser sur du multi-espèces, de manière à favoriser en fait en gros la biodiversité, un fleurissement avec de la plante plutôt type méditerranéen qui résiste au sec, pas besoin d'entretien, pas trop besoin de désherbage, pas besoin d'arrosage. Donc évidemment on peut pas parler moi j'appelle pas ça du fleurissement, mais c'est plutôt de la végétalisation avec de la plante méditerranéenne. Voilà, donc c'est le choix de la palette végétale est ainsi fait, quoi. Merci Laurent. Oui. Oui, juste 2 petits éléments de réponse également là sur le sujet, ouais. Effectivement, il y avait des lavandes qui étaient là avant que Laurent n'arrive. Elles ont été enlevées. C'était un choix concerté entre moi et le service espace vert. On était sur un plan en fait. Il y avait des cailloux en fait aussi là et du géotextile. C'était juste un enfer à désherber. Ils y passaient un temps phénoménal. Du coup, pour enlever en fait tout ça, on a pensé en fait carrément refaire complètement le massif. Les lavandes commençaient à être vieillissantes et pour la plupart malades. Donc on a décidé en fait de retaper complètement cet espace en fait. Et pour le fait que ce soit complètement vide, on a eu de grosses sécheresses en fait cet été. On n'avait plus le droit d'arroser. Donc pour sauvegarder une partie de nos plantes, Laurent a eu la géniale idée de les déplanter, de les mettre à l'abri en fait pour ne pas tout perdre ce qui avait été planté, qu'on ne pouvait pas arroser en fait sur place, quoi. Donc ça a été enlevé et ça sera remis au printemps. Tous ces massifs, comme devant Super U, tout va être planté. Hein.
Le froid et la neige de mercredi dernier nous ont ralenti, mais on a les plantes. Donc dans cette palette végétale, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. C'est un choix. Moi j'aime bien. Voilà, plutôt aromatique et méditerranéen. De toute manière, le beau, c'est toujours subjectif. Donc, si on veut se baser sur des critères objectifs qui sont la résistance au changement climatique, à des critères d'entretien, je pense que voilà. Après, beau ou pas beau, ça c'est personnel. Merci beaucoup, merci à tous les intervenants qui ont pris du temps sur leur emploi du temps pour partager, pour sortir de leur cadre habituel aussi, hein, quand même, que ça soit l'université, le travail, voilà, en dehors des horaires habituels, d'être venus pour partager un petit peu leur expertise, leur connaissance. J'espère que ça vous a éclairé. Moi, je propose qu'il y ait un partage éventuel. Si vous voulez encore rester, on a de quoi abreuver et un peu de casser la croûte, si vous voulez. Donc, après ce moment, je voudrais quand même remercier aussi toute l'équipe bénévole du groupe de travail, Christophe qui était aussi à la régie, qui nous a aidés, notamment Valérie aussi qui a beaucoup participé à l'affichage, le groupe, le comité de pilotage qui m'a aidé à prendre des décisions, enfin voilà, tout le groupe de travail, je vais pas les énumérer. Et si vous voulez donc participer aux prochaines expérimentations, voilà, j'avais tiens, je vais montrer les prochaines dates si vous voulez en noter quelques-unes. Donc il va y avoir une visite de terrain bientôt avec des initiatives exemplaires sur le territoire, hein, puisqu'il y a des habitants qui ont été un peu plus loin que peut-être chacun d'entre nous. Donc que ça soit pour le stockage, l'infiltration, voilà, justement de l'eau de pluie. Il y aura aussi une consultation sur différentes zones justement de végétalisation où bon là c'est quelques exemples, mais voilà, c'est encore pas complètement défini, mais en tout cas celles-là feront partie de la consultation, et voire de la construction dans le cas de la Viale et de la rue du Bourg. Il y aura, je rappelle quand même le prochain nettoyage de rivière, même si c'est un petit peu annexe à l'eau de pluie. Voilà, on vous attend nombreux, n'hésitez pas, c'est un bon moment, c'est assez rigolo d'être les pieds dans l'eau, même si à cette saison-là, peut-être qu'on sera quand même sur les berges. Le 25 mai, donc ça sera un moment de restitution de cette deuxième phase, hein, et du démarrage de la troisième phase d'expérimentation lors de la fête de la nature. Et il y aura aussi une restitution d'études qui est faite sur le réseau hydrogéographique ou géo-hydrologique de Saint-Maurice. Donc pour qu'on comprenne un peu mieux la circulation, les réserves d'eau qu'il y a sur le territoire de la commune, le Saléras, d'où il vient, où il va, les autres affluents éventuels du Saléras qui nourrit la ville un petit peu partout. Voilà, et donc il y aura 2 temps forts, à 18h la restitution de cette étude, et à 20h notre projet eau de pluie, la prochaine phase. Donc voilà, je vous remercie tous, merci aux intervenants, merci à vous présents. Ah voilà, et on me rappelle que merci beaucoup pour vos applaudissements, pour les applaudissements dédiés, hein, je pensais à l'entrée, oui, il y a Clément Cormand qui expose pour la dernière soirée, puisque demain il repart avec son exposition. Donc voilà, il vous attend si vous voulez discuter avec lui de ses œuvres. Je vous remercie et à la prochaine fois.